Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Alors bonjour, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais commencer par vous présenter un peu l'association Réseau MENSAPB et le collectif Réseau. Le réseau, donc qui signifie Réseau Études Supérieures et d'Orientation des Migrants et Exilés, est un collectif créé en novembre 2015, à la suite de l'expulsion du lycée Jean Carré. Ce réseau réunit des associations et des collectifs issus de différents établissements, d'enseignement du supérieur, des universités et des grandes écoles, pour la plupart en région parisienne. Le réseau s'est créé face au constat d'un déficit de l'action de l'État sur un certain nombre de points concernant la politique d'accueil des réfugiés. Donc pour ces points, on cite l'offre d'apprentissage du français qui est très largement insuffisante. Il n'existe aucune orientation ni d'aide pour la reprise d'études. Les CIO ne sont pas formés. Les exilés ayant quand même réussi à s'inscrire dans les études supérieures connaissent de nombreuses difficultés matérielles. Le réseau œuvre aux côtés des réfugiés, quel que soit leur statut et leur nationalité, pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, à l'orientation et à l'apprentissage du français. Réseau Architecture est un collectif réunissant les associations rattachées au réseau général et implanté dans les écoles d'architecture. Ce collectif a initialement été créé par des étudiants des écoles de Malaquais et de Belleville en novembre 2016. Il est actuellement en train de se développer à La Villette, Val-de-Seine, à Rouen et dans d'autres ZSA. L'action de Réseau Architecture consiste à permettre à des personnes réfugiées ou demandeuses d'asile de reprendre leurs études en architecture. Les contacts des étudiants recrutés nous sont transmis via la permanence du réseau national qui a lieu tous les samedis matins à la maison des initiatives étudiantes de Best. Donc le programme qu'on a mis en place, il se décompose en deux phases. Une première phase d'immersion dans l'école, d'un semestre ou d'une année, permettant aux étudiants invités de se familiariser avec l'école et à l'école elle-même d'apprécier leur niveau. Et ensuite, si les étudiants y sont toujours volontaires, ils sont inscrits l'année suivante. Le programme il a débuté en février 2017 en accueillant 9 étudiants, donc en L1, en L3 et en Master. Et depuis la rentrée dès septembre 2018, 6 étudiants parmi les 9 de l'année précédente ont été inscrits à Belleville, dont 3 en première année et 3 en Master. L'association a également renouvelé son programme d'immersion pour 3 nouveaux étudiants invités. Donc l'association Réseau MENSAPB mène plusieurs actions tout au long de l'année, comme par exemple des cours de français langue étrangère, donc FLE. Les profs sont des étudiants en master de FLE, recrutés dans les universités. Les cours, ils ont lieu tous les soirs à l'école. On a aussi le projet de trouver une structure capable de donner des cours cet été. On met aussi en place des binômes pour accompagner de manière générale les étudiants invités tout au long de l'année. Le tutorat, lui, il permet une aide plus spécifique dans les matières principales, comme la géométrie, le projet, etc. On organise aussi des collectes de matériel pour les étudiants. On fait des ventes de crêpes. On met aussi en place un accompagnement juridique en cas de problème. On essaie aussi de sensibiliser les étudiants aux différents enjeux de l'accueil des réfugiés et on organise par exemple des cycles de conférences comme celle-ci. Et on aimerait aussi organiser une exposition dans la continuité de ces tables rondes. On essaye également d'aider les autres écoles à développer leur propre programme Réseau. Donc ça, c'est quelques exemples d'actions que je viens de vous citer. Donc, communiquer sur les événements. Donc l'asso est organisée en plusieurs commissions, comme par exemple le secrétariat, l'événementiel, etc. Et si vous voulez vous investir dans une de ces commissions, vous pouvez contacter les référents. Et les numéros, ils sont sur les flyers qui sont juste sur les bouts de table, là. Normalement, vous avez accès. À partir de la rentrée prochaine, une partie de l'équipe ne sera plus à l'école. Et on a besoin de nouvelles personnes pour nous remplacer. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. On sera tous là au pot juste après la conférence. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook, par mail ou par téléphone, donc sur les téléphones, sur les feuilles. Et si vous voulez vous investir autrement que humainement, mais plutôt par la monnaie, vous pouvez faire des dons sur Hello Asso, donc là vous avez le site, mais également sur Facebook. Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous faire des dons en cash ou par chèque. Voilà.
Donc merci à tous de votre attention. Avant de laisser la parole aux intervenants ici ce soir, on voudrait dire un grand merci à l'école, aux membres de l'asso qui se sont investis, aux intervenants qui ont accepté de venir. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci. La revue Hommes et Migration, qui est une revue éditée depuis 2007 par le Musée national de l'histoire de l'immigration, est vraiment très touchée d'avoir été contactée par ce réseau pour lancer la première conférence table ronde sur ce thème de l'exil et de l'immigration. Nous avons choisi de faire une table ronde qui va permettre d'apporter un cadrage à la fois sur les flux migratoires, sur les politiques de contrôle, d'accueil et d'intégration des migrants, notamment des demandeurs d'asile, et aussi sur les réalités de terrain, les actions menées par les associations au plan local pour compléter, voire prendre en charge ce que les politiques publiques ne font pas. Alors pour traiter ces questions-là, nous avons trois intervenants qui sont extrêmement complémentaires et je les remercie chaleureusement d'être venus ce soir. À ma droite, Camille Gardès, vous êtes à la fois sociologue et urbaniste et vous êtes maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris. Vous avez étudié la sociologie des migrations et des phénomènes d'intérêt public, mais toujours en relation avec leurs effets sur les territoires. Votre thèse portait sur l'implication des habitants dans les projets d'urbanisme, donc c'est aussi intéressant de voir comment ce volet de la société civile peut être interpellé dans les questions migratoires. Et vous avez participé à ce programme Babel qui a permis à plusieurs villes métropoles européennes de comparer à la fois la réalité des flux qui viennent peupler les quartiers, la ville, mais aussi les formes de politique municipale en réaction à cette présence et en soutien à cette présence. Et vous allez nous faire une présentation avec des cartes pour à la fois nous parler de l'histoire des flux migratoires surtout vers l'Europe, et voir un peu comment ce qu'on a appelé la crise migratoire depuis 2015, et cette idée que c'est un flux qui est tout à fait d'une ampleur exceptionnelle en Europe, n'aurait pas été que l'Europe serait confrontée à ce flux depuis la Seconde Guerre mondiale. Essayer de voir un peu ce qu'il en est exactement à travers des chiffres et des données, voir un peu si la mondialisation a des effets sur les flux migratoires aujourd'hui et si l'enjeu urbain est un enjeu très important en termes de perception et d'intervention. Ensuite, Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste de l'immigration, maître de conférence à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et chercheur au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous présidez aussi ce réseau qui s'appelle Migre-Europe et qui mêle et permet des collaborations entre chercheurs et réseaux associatifs. Et vous êtes l'auteur d'une petite histoire, pas petite parce que le format est petit, mais c'est extrêmement dense en termes de contenu. Une histoire de l'immigration algérienne en France, parue à la découverte il y a quelques temps. Vous allez essayer de nous faire comprendre s'il y a une adéquation entre la réalité des flux et les politiques migratoires, en reprenant un peu une dimension historique pour nous faire comprendre comment la création du HCR a permis de concevoir un droit sur l'asile et une politique d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais aussi vous irez jusqu'aux directives européennes, et notamment ces directives de 2000 qui couvrent l'asile. Et ensuite, Marc Pieny, alors vous êtes actuellement président du Conseil régional Île-de-France de la CIMAD. Peut-être vous nous rappellerez un peu le rôle historique tout à fait fondamental qu'a joué la CIMAD dans le domaine de l'accueil des migrants. Vous avez un parcours professionnel dans le monde de l'édition, de l'agroalimentaire et des droits communautaires. Et vous êtes bénévole à la CIMAD comme intervenant dans les centres de rétention, mais aussi en intervenant dans les permanences juridiques, et vous allez nous parler du cadre législatif et réglementaire français en matière de demandeurs d'asile, en insistant aussi sur les réalités très concrètes de l'application de ce cadre législatif en matière de pratique d'accueil des migrants.
Voilà, sans tarder, je laisse la parole à Camille Gardès. Et on vous demande, si c'est possible, tous les trois, d'intervenir une dizaine de minutes pour vraiment un premier cadrage. On fera ensuite à des questions. Je vais le mettre ici. Voilà, je me mets ici simplement pour pouvoir commenter le PowerPoint que j'ai préparé. Je vais bien sûr tenir le temps qui nous a été à tous les trois donné et je commence par vous remercier beaucoup de l'organisation de ce cycle de conférences et puis vous féliciter aussi de toutes les actions que vous avez énoncées, que vous menez. Et puis merci de l'invitation évidemment à participer. Donc je vais tenter de répondre à la commande qui m'a été faite de faire une introduction rapide qui va permettre de donner en fait des éléments de contexte et aussi des éléments de vocabulaire. Ça va être évidemment rapide comme je l'ai déjà dit, mais quand même pour soulever des enjeux qui paraissent importants au regard des questions que Marie Poinceau émettait. Et puis c'est une tentative d'introduction à la fois au cycle de conférence lui-même, donc sur la thématique exil et migration et en particulier la question de l'accueil en France de ces questions, et puis aussi une tentative d'introduction à la séance d'aujourd'hui qui a cette approche que je trouve très pertinente à partir de la notion de parcours migratoire sur laquelle je vais revenir et qui me paraît très importante. Voilà. Donc je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Alors celle-ci. C'est une flèche. Ça me fait rien. Voilà. Je vais vous montrer donc un certain nombre de cartes. Plusieurs d'entre elles viennent du musée de l'immigration, dont Marie Poinceau peut-être reparlera un peu tout à l'heure, mais que je vous invite à aller visiter de fait. Ce sont des cartes finalement qui, vous allez voir, qui sont déjà un peu datées en réalité, qui ne sont pas du tout exhaustives évidemment dans le temps imparti, mais qui me permettent, j'espère, d'introduire justement les enjeux et les questionnements autour de ces questions. De migration. Donc d'abord, la première carte, c'est une carte des migrations à la fin du XXe siècle, début du XXIe, qui me permet de dire une première chose très importante, peut-être évidente mais fondamentale, qui est le fait que l'émigration, ça se pense en fait comme un phénomène de déplacement, de mobilité. Donc c'est bien l'idée de quitter un pays pour s'installer dans un autre pays, avec cette idée de résidence. C'est important parce que ça les distingue d'autres formes de mobilité, qui peuvent être par exemple le tourisme, des déplacements professionnels, etc. Donc il y a une notion de durée aussi, de durée d'installation dans le nouveau pays dont il faut tenir compte. Bon, je passe les questions purement catégories statistiques, mais ça peut aller de 3 mois pour les Nations Unies, parfois plus longtemps, 1 an par exemple pour l'INSEE en France. Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais insister, c'est ce qui est représenté ici par des flèches. D'ailleurs de manière très linéaire par ces flèches, en fait c'est souvent moins linéaire que cela, mais enfin quand même on voit bien l'idée du mouvement, d'accord, donc l'idée que la migration c'est un déplacement. Je vais y revenir, mais c'est une chose assez importante à avoir à l'esprit. Et puis ce que montre aussi cette carte, en un coup d'œil comme ça très rapide, eh bien c'est que c'est un phénomène mondial, que c'est un phénomène qui concerne toutes les régions, quasiment toutes les régions du monde, et pour lequel finalement, bien sûr on va rezoomer ensuite sur la France, puisque c'est l'objet des cycles de conférences, mais pour lequel on voit que l'Europe et la France, eh ben, ne sont pas les uniques, ne sont pas les principales destinations, en tout cas, de ces flux migratoires. Donc ça vaut le coup d'avoir ça quelque part dans l'esprit, évidemment, comme contexte général. Alors, l'autre chose que je voulais dire par rapport à cette question du déplacement, et c'est pas du tout de moi, c'est pensé par de nombreux sociologues, et en particulier Abdelmalek Sayed, qui est un des fondateurs de la sociologie de l'immigration en France, c'est que dans ce déplacement de migration, il y a d'abord une émigration et puis une immigration. Et ça me paraît, peut-être pas comme moi, mais c'est très important de le penser comme ça, parce que finalement, du point de vue français, on a très longtemps, et on continue, mais je reviendrai un peu sur les catégories, beaucoup parlé d'immigration, donc désigner des populations sous le vocable d'immigrés, et quelque part, c'est très révélateur en fait de la posture française, qui est précisément un pays plutôt d'installation. D'accord ? Or, précisément, l'immigration, ce n'est pas un phénomène uniforme, univoque, et en réalité, il y a de nombreuses raisons, de nombreuses conditions d'émigration, donc de quitter un pays, qui elles-mêmes vont déterminer les conditions et les raisons, enfin les modalités, on va dire, ensuite d'immigration et d'installation. Donc c'est aussi intéressant, alors, ce que dit pas la carte là, mais je vais y revenir, c'est justement la multiplicité
spécificité des profils des personnes qui migrent et des raisons pour lesquelles les personnes émigrent, etc. En revanche, le fait de représenter les flux sous la forme de flèches, ça montre bien, et je crois qu'il faut qu'on le garde à l'esprit, mais sûrement on va en reparler, qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens partent puis arrivent, en l'occurrence en France. Voilà, alors je voulais dire ça très vite. Ce que je voulais dire aussi très vite, avec une autre carte. Alors j'ai choisi de vous mettre une carte qui vient aussi du musée d'immigration, que j'aime bien, qui est une carte d'un siècle auparavant, en fait, de l'immigration vers les Amériques, à la fin du 19e siècle. Et en fait, je vous la montre pour vous parler de la France. Parce que, si vous voyez bien, il y a donc un ensemble de flèches qui quittent, qui sont des émigrés de l'Europe vers les Amériques. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que parmi les pays de très grande émigration à la fin du 19e siècle, un certain nombre vont devenir des pays d'immigration au cours du 20e siècle. Donc cette fonction, si vous voulez, la émigration-immigration, elle n'est pas permanente, elle évolue dans le temps en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sociales, politiques, économiques, dont on va sans doute reparler. Mais voilà, ce que je trouve intéressant sur cette carte, c'est que vous distinguez certainement la flèche qui part de la France et qui est une flèche en pointillé. Et en fait, c'est révélateur d'emblée du fait que la France est un très vieux pays d'immigration, donc très peu d'émigration pour le coup, mais un très vieux pays d'immigration. C'est intéressant parce que là aussi, si vous voulez, en termes de constitution de l'histoire de France, justement, il y a cette formule qui dit qu'il y a un paradoxe français, en quelque sorte, avec un pays d'immigration très ancien, mais qui s'est longtemps ignoré, ou en tout cas qui a du mal à reconnaître l'immigration comme faisant partie de son histoire, avec une pensée de l'immigration comme étant un peu à côté soit de l'histoire de France, soit de la population française. Bon, je vais très vite là-dessus. Je voulais simplement finir là-dessus. Alors, pardon, je fais des animations, il y a des étudiants à moi dans la salle qui connaissent par cœur ma passion des PowerPoint. Simplement, là, c'est très très vite aussi. C'est des données de 2013. On pourrait reparler aussi de la différence entre les catégories étrangers et immigrés. Mais c'est simplement pour dire que quand on parle de données sur l'immigration, on parle très souvent en termes de nombre. On donne des chiffres, on donne des grands nombres. Donc là, par exemple, on va dire en 2013, il y a 4 84 000 étrangers en France, et non pas immigrés. On reviendra peut-être sur la distinction. Mais je trouvais intéressant de vous mettre cette illustration, comme on dit, illustration du monde, parce que ça montre bien qu'au plan démographique, en fait, c'est plus intéressant, ça peut être plus pertinent de penser les choses en termes de proportion, non pas de données brutes ou de nombres bruts, mais de proportion par rapport à l'ensemble de la population française, par exemple, mais on peut prendre d'autres données pour démontrer ces proportions. Voilà, alors je disais tout à l'heure que la première carte ne donnait pas vraiment d'indication, ne renseignait pas sur les profils et les raisons du départ et de la migration en elle-même. Donc j'ai choisi aussi cette carte sur les déplacés internes et les réfugiés. Donc les déplacés internes, ce sont des réfugiés dans leur propre pays en quelque sorte, parce que ça nous rapproche justement de notre sujet d'aujourd'hui, on se rapproche un petit peu. Puisque là c'est une forme d'émigration, comment dire, une raison d'émigration un peu particulière, celle qui est de trouver refuge, de chercher à trouver refuge, plus exactement, dans d'autres pays. Je pense que Marquini reviendra, donc je ne m'étends pas dessus, mais réfugiés, c'est différent de demandeurs d'asile. En fait, un réfugié, c'est un demandeur d'asile qui a obtenu un statut, mais certainement vous en reparlerez. Juste là sur la carte, ce qui est intéressant, à nouveau, c'est de constater que, certes, il y a des flèches vers l'Europe, et notamment vers la France. C'est une carte de fin 2000 qui semble aussi datée par rapport au contexte actuel, mais ce que ça montre, à mon avis, d'intéressant, c'est que ce sont des questions qui se posent depuis très longtemps. Là, c'est pas si longtemps que ça, mais en fait, on pourrait faire la démonstration pour plus longtemps. Mais on voit bien que, finalement, les principales zones de destination des réfugiés, c'est en fait des pays qui sont soit frontaliers, justement, des zones en guerre, en tension, parce qu'il y a une urgence à quitter le territoire, à s'installer là où on peut trouver refuge. En tout cas, ce n'est pas nécessairement l'Europe et la France. Donc ça aussi, ça permet un peu de relativiser un certain nombre de données. Et puis je voulais parler de ça parce que justement, alors le mot a été évoqué, depuis 2015, on parle en Europe et en France d'une crise des migrations. Il est souvent question dans les médias et les débats politiques de crise des migrations. Et c'est souvent, dans les représentations, on pense que c'est beaucoup de personnes justement qui sont réfugiées, donc c'est beaucoup en fait de demandeurs d'asile, mais pas uniquement. Ce que je voulais dire, mais là je le dis très vite évidemment, c'est que cette dite crise des migrations, on en a parlé un peu en préparant le cycle de conférence, en fait, je pense que Mme Blanchard y reviendra, c'est pour la plupart des observateurs, c'est avant tout une crise des politiques migratoires, une crise de l'accueil, on pourrait dire, pour rejoindre aussi
la thématique de la conférence, accueillir en France. Bon, bah, il y a une possible analyse en termes de crise de l'accueil. Cette carte, elle montre simplement un phénomène qui est appelé à la schengenisation de l'espace européen. Je pense que Emmanuel Blanchard en reparlera, mais c'est cette idée que, en fait, c'est pas tant une crise qui est corrélée à un afflux, enfin comment dire, à une augmentation des flux en fait d'immigration vers l'Europe, mais c'est aussi une crise qui est corrélée à un certain renforcement de frontières liées à des politiques européennes. Donc là, on le voit très clairement en fait avec la ligne rouge qui est ici. C'est l'idée que Schengen, c'est pas la disparition des frontières en Europe, mais c'est un déplacement des frontières et voire même un renforcement de certaines frontières autour de l'Europe. Et puis là aussi une autre carte tout à fait dramatique qui date d'avant 2015, et là aussi c'est intéressant de voir comment c'est des phénomènes qui existent depuis longtemps et qui montrent les morts aux portes de l'Europe. Évidemment, c'est tout à fait corrélé avec la carte que j'ai montrée auparavant. Voilà, alors j'ai dû oublier des choses, mais je vais finir parce que je suis beaucoup de temps, simplement avec deux cartes. Je vais finir avec... ah bah non, j'avais ça aussi, pardon. Bon, c'est très rapide, c'est juste pour montrer que, ça pour le coup, ce sont des données de 2015, c'est juste pour montrer, encore une fois, en termes de proportion, la France n'est pas le pays où la demande d'asile rapportée à la population est la plus élevée en Europe. Bon. Ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas en France, ce que je suis en train de dire, je ne voudrais pas que ça soit... c'est plutôt dans un contexte général. Alors je finis avec deux cartes qui me permettent de parler rapidement du programme de recherche auquel je participe. Un qui a déjà été mentionné, le programme Babels. Je voulais vous montrer cette carte qui a été produite pour le programme lui-même, où en fait on a cartographié 3 types de villes. Donc là on entre aussi plus précisément dans la question des enjeux urbains de ces questions-là. 3 types de villes. Des villes carrefour que vous voyez là à droite, qui sont plutôt donc à l'est de l'Europe, qui sont des villes dans lesquelles s'organisent les mobilités, en tout cas c'est comme ça qu'on les a analysées, dans lesquelles s'organisent les mobilités avant d'entrer ou de tenter d'entrer en Europe. Des villes frontières, donc, qui sont clairement localisées dans des espaces frontaliers, qui sont des lieux en fait à la fois dans les villes et autour des villes de concentration et de contrôle très renforcé des populations migrantes. En France, on a Calais et Vintimille qui sont des villes bien connues dont on reparlera peut-être, et puis des villes refuges, ou plutôt des villes qui s'appellent, qui se disent des villes refuges, c'est un ensemble de grandes capitales européennes, dont Paris, qui, par la voix de sa mère et d'un certain nombre d'élus, se déclarer ville refuge, et c'est intéressant d'aller voir justement comment, qu'est-ce que ça veut dire de se déclarer ville refuge, et en réalité il y a plutôt une forme de non-accueil qui est organisée dans ces grandes villes. Et puis aussi pour vous préciser que là, en fait, ce programme s'intéresse à des villes qui ont une grande concentration, une certaine concentration de populations migrantes, qui sont des villes très symboliques sur les trajectoires migratoires, mais qu'en réalité, il y a aussi toute une politique européenne et nationale qui est dite une politique de relocalisation, qui est en fait une politique de dispersion des populations migrantes dans les territoires nationaux. Et là, par exemple, je vous ai mis une carte de la localisation des CAO. Il y a beaucoup de sigles dans le... Mais bon, ça veut dire Centre d'accueil et d'orientation. C'est des structures d'hébergement qui ont été créées à la suite du démantèlement de la junte de Calais fin 2016. Et cette carte, ce qu'elle montre simplement très vite, c'est qu'il y a une dispersion de ces structures dans l'ensemble ou sur l'ensemble du territoire français. Et en fait, c'est beaucoup aussi dans des petites villes et des villes moyennes. Donc c'est très intéressant aussi de penser ça, parce qu'en termes, si vous voulez, de contexte urbain, en fait, on a à la fois des villes qui sont très symboliquement marquées par l'émigration dans les frontières, à la fois des villes capitales, métropoles, où on peut avoir aussi un accès à des ressources administratives et économiques plus simples, et puis à la fois des territoires urbains qui sont plus petits et qui ne répondent pas du tout aux mêmes logiques, ni démographiques, ni économiques, ni politiques. Donc on a, enfin, voilà, pour ouvrir la discussion, mais on a toute une échelle en fait de territoires urbains qui peuvent être pris en compte. Je m'arrête là. Merci Camille. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la notion de facteur de croissance des flux. Est-ce qu'il y a vraiment une accélération des flux depuis la dernière décennie notamment, et lié à ce facteur de croissance des flux, donc qui porte surtout sur l'analyse des pays du départ. Est-ce qu'on peut observer une plus forte pluralité des flux migratoires en termes de profil des migrants et aussi de motifs et de stratégies migratoires? On reviendra plus tard là-dessus. Donc Emmanuel Blanchard va nous parler de l'histoire des politiques migratoires, notamment celles qui concernent l'asile. Alors, est-ce que, pour lancer la présentation, est-ce qu'il y a toujours une liberté de circulation assurée par les États dans le monde?
Ou est-ce que c'est très récent, ou est-ce que ce n'est même pas encore abouti? Bon, puisque je suis invité à répondre en quelques mots à une question qui est une vaste question, vous imaginez bien, je dirais, et on pourra en discuter peut-être dans les détails, et ça a bien été montré par Camille, que le mouvement migratoire, on va dire la grande mise en branle d'une mondialisation des migrations, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à ce moment-là, il y a une liberté de circulation de l'Europe vers le reste du monde. Et à partir du moment où il y avait un renversement, où l'Europe n'est plus devenue une terre d'émigration, mais une terre d'immigration, avec des situations intermédiaires, non celle de la France qui a été présentée par Camille, en fait, on est entré dans un monde où, de plus en plus, les frontières ont visé à empêcher un certain nombre de départs, jusqu'à créer un délit d'immigration, avec les seules personnes qui peuvent circuler aujourd'hui étant les personnes qui sont titulaires des bons passeports, alors qu'il fut une époque où on n'avait pas besoin de passeport pour circuler, ou très peu besoin de papier pour circuler. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Donc, ce dont je vais essayer de vous parler en 10-15 minutes, c'est avec une casquette qui est avant tout une casquette militante, celle du réseau Migre-Europe. Vous avez vu des cartes de la classe de Migre-Europe, au moins l'une, et cette atlas vient d'être republiée dans une nouvelle édition à l'automne 2017. Mais pour faire un pas de côté, j'ai choisi de vous montrer ce qu'il y a aussi dans cette carte, qui ne sont pas dans cette atlas, pas simplement des cartes, mais plutôt des photos. Et j'essaierai d'expliquer peut-être pourquoi, mais plutôt dans les questions. La photo que vous voyez ici, c'est une photo qu'on avait publiée avec un communiqué de presse il y a un peu plus d'un an, en janvier 2017, un communiqué de presse qui s'appelait « L'Union européenne ne peut pas abolir les hivers, elle doit mettre fin à la politique criminelle des hotspots ». Les hotspots, vous savez, ce sont ces lieux, on va les qualifier très rapidement, de tri, d'expulsion, et parfois de sélection des migrants, en particulier dans les îles grecques. Il y en a aussi en Italie, mais il y en a surtout dans les îles grecques de Chios et Lesbos. Et à ce moment-là, nous n'avions pas trouvé de photos qui politiquement nous intéressent sur le hotspot de Lesbos, où la question se posait particulièrement à cette époque, aussi à Chios. Et là, vous avez... En fait, il faut appeler 4 fois, c'est ça ? D'accord, je vais faire ça. Ok. Alors là, c'est encore une autre. C'est pas grave, c'est pas tout à fait. Si, c'est à Lesbos, merci. Et là, je vais vous montrer une autre photo. Et l'idée ici de vous montrer ces quelques photos, c'était d'une certaine façon de vous montrer des situations qui sont les mêmes ailleurs. Ici, vous avez le bord du canal Saint-Martin il y a quelques mois. En janvier, et avec deux autres photos du bord du canal Saint-Martin prises par une autre militante de Migre-Europe, Sarah Bresciani. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le fait que des personnes soient captives de ce type de situation. Est-ce que c'est lié justement à une politique d'afflux qui fait que l'intendance ne suivrait pas, ou est-ce que c'est le fruit d'une politique délibérée de non-hospitalité? Et c'est bien sûr je vous dis que je parlerai avec ma casquette de militant, ce point de vue que je défendrai, avec en 10 minutes essayer de vous présenter comment l'Union européenne organise le non-accueil. Ce non-accueil ici, vous le voyez de façon paroxystique, en raison de la neige, etc. Ce qui donne même des photos qui d'une certaine façon ont une forme d'esthétisation de la misère, on pourrait peut-être y revenir, mais qui au moins à un moment rendent visibles des situations qui ne sont pas autrement. Une des photos que j'ai montrées, celle du hotspot de Chios, c'est une photo qui a été prise par l'AFP, qu'on a retrouvée juste sur le site de BFM TV. BFM TV ne montre pas des photos de hotspots tous les jours, évidemment ça a plutôt les montrer les jours où il neige dans les îles grecques. Donc voilà, on voit bien ici une mise en visibilité d'une situation qui est pérenne et en même temps qui doit disparaître. Voilà. Il y a un paradoxe, et c'est autour de ce paradoxe que je vais dérouler mon exposé. Autrement dit, ce que vous avez vu à Chios, ou en tout cas à Lesbos, c'est un camp de réfugiés, mais un camp de réfugiés où la dimension humanitaire est en train de disparaître sur la dimension sécuritaire. Vous voyez ici avec le grillage qui
transparaît, et une dimension humanitaire où on voit des réfugiés qui sont dans des camps, ainsi que l'ont rappelé l'HCR et d'autres agences internationales, où les normes, alors que nous sommes dans l'Union européenne, les normes humanitaires sont moindres qu'elles ne sont dans les camps en Afrique. C'était la même chose à Calais, et vous savez, en tant qu'architecte, que s'est posée la question de savoir, est-il possible aujourd'hui de créer en Europe des camps humanitaires qui, à minima, répondent aux normes internationales en la matière, puisque là aussi, il y a des formes de normalisation. Or, la question, c'est que pour l'Union européenne, il est impossible d'avoir des camps de réfugiés en Europe. D'où, à partir du moment où ces camps deviennent un peu pérennes, un peu auto-organisés, prennent la forme de ce qu'est un camp humanitaire, par exemple en Afrique, sans aller dans les détails du Kenya ou de tel ou tel pays, des formes à la fois d'assistance, certes, de politique aussi sécuritaire, mais aussi d'auto-organisation, le camp doit disparaître. Et c'est l'histoire du camp de Calais. Et ça, c'est une histoire qui est une histoire très longue, que l'on connaît aujourd'hui au travers de ces exemples d'actualité. Il est impossible de faire émerger en Europe des camps qui ressemblent à des camps humanitaires. Même en marge de l'Europe, à la Grèce, qui n'est plus vraiment dans l'Europe, parce qu'elle vient de perdre sa souveraineté, sur ses frontières, aujourd'hui, les frontières de la Grèce sont surveillées en partie par des douaniers, des policiers d'autres pays de l'Union européenne, notamment au travers des collaborations de l'agence Frontex, mais ça ne sera pas mon propos aujourd'hui. Pourquoi il est impossible d'avoir ce type de camp en Europe? C'est l'histoire que je vais essayer de vous raconter, parce qu'il était considéré qu'en Europe, il ne pouvait pas y avoir de réfugiés. Là, j'ai obligé de faire un point lexicographique. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été mis en œuvre une politique, au fur et à mesure, où les réfugiés, c'est au loin, ce qui est l'histoire aussi des politiques qui essaient de mettre en œuvre l'Union européenne ici, ce qui est les personnes qui sont accueillies en Europe sont des demandeurs d'asile. Et je vais revenir sur cette distinction. Puis avec nous, on a eu une première distinction, qui est une distinction que je qualifierais d'avant tout juridique, mais on ne doit pas laisser coloniser le langage simplement par le droit. Puisque la notion de réfugié, elle a existé bien avant qu'existe la notion de réfugié statutaire. La notion de réfugié statutaire, pour aller très vite, c'est celle qui se met en place à partir de la Convention de Genève de 1951, convention qui entre en pratique plus ou moins à partir de 1954. On essaiera d'y revenir peut-être rapidement. Mais la notion de réfugié, pas faire l'histoire du vocabulaire, le sens qu'il a aujourd'hui, c'est un sens qui naît à la fin du XIXe siècle. C'est un sens qui naît à la fin du XIXe siècle, à partir du moment où de nouvelles formes d'organisation politique étatique, en particulier autour de l'État-nation, vont générer un certain nombre de guerres, vont générer un certain nombre de mouvements que les politistes ont appelé depuis d'ingénierie démographique, c'est-à-dire pour que la nation corresponde à l'État, il faut expulser un certain nombre de personnes. Ça peut aller jusqu'à les exterminer dans un certain nombre de cas. C'est l'histoire de la fin de l'Empire ottoman, une histoire qui est complètement connectée à l'émergence de la notion de réfugié. C'est l'histoire de l'expulsion des Juifs de l'Empire russe à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc le réfugié, et c'est l'historien Michael Marus qui l'a mis en évidence le premier, et en traduction française, c'est encore plus simple si vous voulez retrouver les sources, c'est l'histoire de ceux qui sont indésirables de partir. Et donc qui vont errer de ville en ville, ce qui a ensuite été théorisé par Hannah Arendt après la Seconde Guerre mondiale. Les parias théorisés par Hannah Arendt. Alors, ici, donc, nous, ce que je vais appeler un réfugié, c'est une personne qui, en étant prise dans un groupe et en fonction de son appartenance à un groupe, est obligée de fuir de là où elle vit. Elle peut fuir de là où elle vit en raison de guerre, de questions politiques, ça pourrait aussi être des questions environnementales, le tout étant complètement lié. Or, après la Seconde Guerre mondiale, ce qui se met en place, c'est une politique qui est complètement liée à une transition. Il faut passer du moment où des centaines de milliers de personnes vivent encore en Europe dans des camps, parce que bien sûr il n'y a pas eu les camps d'extermination, il y a eu tous ces camps de concentration, qu'il va falloir vider en Europe, et la question se pose vraiment en ces termes, en ce terme-là, en relocalisant les personnes, et en considérant que cette Europe qui rentre dans cette période à la fois de guerre froide, puis de prospérité, les deux étant
peut-être en particulier au travers du plan Marshall, notamment, l'idée que l'Europe ne doit plus connaître la guerre, c'est la fondation de l'Union européenne, et si elle ne connaît plus la guerre, elle ne connaîtra plus de mouvement de réfugiés. Or, aujourd'hui, quand vous parlez aux gens, qu'est-ce qu'un réfugié? Si vous ne parlez pas à quelqu'un qui a fait des études de droit au Québec dans une association qui traite sur ces questions-là, elle peut dire ben, c'est des gens qui viennent de Syrie, c'est des gens qui viennent d'Irak. Non, d'une certaine façon. Dans l'idée où s'est créé le droit d'asile, ces personnes-là doivent être accueillies au plus près. Et c'est la réalité du monde. Encore aujourd'hui, les réfugiés sont avant tout dans des camps au plus près. La question qui se pose, que se passe-t-il quand un certain nombre réussissent à passer? Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ça très précisément, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Convention de Genève de 1951, c'est un statut qui est à la fois une avancée dans le sens où c'est la codification d'un mouvement qui, depuis plusieurs décennies, visait à permettre qu'il y ait un droit international qui puisse s'imposer éventuellement aux États, même si en fait c'est un droit qui est largement nationalisé par ailleurs, mais en même temps c'est un statut qui est très sécurisé. Puisque le réfugié de la Convention de Genève, c'est quelqu'un qui, avant tout, je sais bien que la notion de groupe social, qui va être reconnu sur une base individuelle. Or, les réfugiés, dans l'histoire longue du mouvement des réfugiés jusqu'à aujourd'hui, c'est des réfugiés qui sont reconnus sur une base collective. On n'a pas le temps de faire la détermination individuelle. D'ailleurs, il n'y a pas que la définition du réfugié de la Convention de Genève de 1951. Quand le HCR travaille dans les États du Sud, il fait ce qu'on appelle du prima facie et de la détermination collective, et non pas de la détermination individuelle. Je rappelle que ce statut de 1951, il est pris dans une optique où ça vise à apurer la situation du passé. Il s'agit de déterminer des statuts pour des personnes qui n'en ont pas encore, avec l'idée qu'il n'y aura plus besoin de le faire, et c'est sur des critères géographiques où les réfugiés seront forcément des Européens. Je sais bien qu'il y a un protocole de 1965 qui va étendre cela, à la fois du point de vue chronologique et du point de vue géographique. Et c'est une des questions qui se pose encore aujourd'hui, parce que par exemple, la Turquie, bien qu'elle ait un accord avec l'Union européenne, n'est pas signataire du protocole de New York de 1967. Et donc dans la logique de l'Europe, le statut de réfugié, c'est un statut hyper malthusien, pour le dire en deux mots. C'est-à-dire, c'est le statut des combattants de la liberté, et c'est le statut des dissidents dans la logique de guerre froide. C'est le statut de ceux à qui on reconnaît un prestige, une dignité politique qui leur permet de se faire reconnaître. Et à partir du moment où les personnes arrivent un petit peu nombreuses, l'asile entre en crise. C'est ce qu'on appelait la première crise de l'asile, analysée par Luc Le Gou dans les années 80, puisque les personnes qui commencent à arriver, une partie d'entre elles ne viennent plus des pays de l'Est ou d'Asie du Sud-Est avec le grand mouvement que vous avez forcément connu, en tout cas par l'histoire aujourd'hui, mais viennent en partie d'Afrique. Alors, mais l'Afrique, les gens viennent d'arriver, il y a des camps en Afrique. Le HCR, il s'est spécialisé par les années 60 sur. Donc, il ne devrait pas arriver. Donc, c'est une crise de l'asile. Quelque part, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, et je vais vous le dire en deux mots. Comment on est sorti de cette crise de l'asile, mais comment les experts ont pensé sortir de la crise de l'asile, c'est en disant qu'il faut déterminer tout cela au niveau européen. Et c'est toujours la question qui se pose, s'il y avait des règles européennes, il n'y aurait pas la crise de l'asile, parce que les gens n'iraient pas faire de l'asylum shopping en passant d'un pays à un autre. Donc, dans les années 2000, tout un ensemble de directives. Les années 2000, vous étiez encore tout jeune, mais c'est juste après les guerres de Yougoslavie. Et donc, après le retour des réfugiés en Europe, c'est-à-dire le retour des réfugiés, c'est-à-dire de réfugiés européens cherchant un statut en Europe, et avec déjà un jeu qui va les accueillir, et déjà qui les accueille l'Allemagne, la Suède. Ils ne vont pas ailleurs, quasiment pas ailleurs, en tout cas, c'est des reliquats qui vont ailleurs. Et donc l'Europe se dit, faut quand même qu'on ait une directive pour quand il y a des gens qui arrivent en masse. C'est ce qu'on appelle la directive statut temporaire en cas d'afflux massif. Elle est prise en 2001, après la crise, bien sûr. Elle est prise en 2001 et elle n'a jamais été activée depuis. Pourquoi elle n'a jamais été activée depuis? Parce que le système d'activation ne permet pas qu'elle le soit. C'est ce qu'on a décrit les années 2000. Il est tellement complexe. Là, le Parlement européen a demandé depuis 4 ans qu'elle soit activée, elle n'est pas active. Et donc, qu'est-ce qui existe? C'est d'autres directives qui ont été prises dans les années 2000, directives sur la détermination du statut, l'accueil, toute une série de directives qui sont rentrées dans le droit national. Et ces directives, c'est des directives malthusiennes. C'est-à-dire qu'elles proposent un haut niveau de protection, après on peut le critiquer, mais grosso modo, par rapport à un certain nombre de textes nationaux et internationaux, elles proposent un haut niveau de protection, mais pour peu de personnes.
C'est-à-dire que la contrepartie de tout ça, c'est qu'il faut faire en sorte que les réfugiés ne rentrent pas en Europe. Et des demandeurs d'asile, eux, pourront, une fois qu'ils auront franchi tous ces obstacles, arriver jusqu'à ces administrations et peut-être obtenir un haut niveau de protection. Et donc parce que la guerre est plus proche, la Syrie c'est une guerre extrêmement proche, c'est aux frontières de la Turquie étant un État membre de l'espace européen, donc c'est État membre de l'Union européenne. La question qui se pose, c'est que faire des personnes qui arrivent alors qu'elles ne devraient pas arriver. Et là, ça se joue toujours en deux temps. Un premier temps où, si un certain nombre d'États appliquent une diplomatie humanitaire, il se trouve que dans l'Union européenne, il y a deux États qui historiquement appliquent une diplomatie humanitaire, c'est la Suède et c'est l'Allemagne. Et à eux deux, ils ont accueilli plus des 3/4 des réfugiés depuis 50 ans dans l'Union européenne. Je ne parle que des réfugiés, je ne parle pas des immigrés. Et à partir du moment où ces États soit posent problème à leurs voisins, qui disent votre diplomatie, c'est pas la diplomatie qu'on veut, soit ne veulent plus le faire, la réponse c'est le barricadement des frontières et faire en sorte que la logique malthusienne reprenne le pas sur le reste. D'où les personnes qui réussissent à passer se retrouvent à vivre dans les conditions de ces photos et doivent être invisibilisées à partir du moment où ces situations se pérennisent, puisqu'elles n'ont pas lieu d'être dans cette logique où les réfugiés sont hors d'Europe et les demandeurs d'asile peuvent bénéficier d'un statut de protection plus élevé et très spécifique. Je vous remercie. Merci Emmanuel pour cette présentation qui met vraiment en relief les grands moments, les grandes temporalités de l'évolution de l'immigration et de l'attitude des États face à ces flux. Je pense que tout à l'heure, on pourra peut-être revenir sur les zones d'intervention des États nationaux par rapport à ces directives européennes et voir un peu, vous avez cité l'Allemagne et la Suède, bien sûr, dans les pays qui accueillent beaucoup d'exilés, mais est-ce que est-ce qu'il y a des recherches et est-ce qu'on peut mesurer effectivement les résultats de ces politiques à l'échelle nationale en termes d'intervention, d'accueil, de suivi, d'insertion des réfugiés? Alors Marc Kini, vous allez peut-être nous parler de la CIMAD d'abord, puisque son histoire est ancienne dans la mission d'accueil des demandeurs d'asile, et ensuite vous allez nous parler de la réalité essentiellement de la région de France que vous connaissez mieux à travers vos interventions. Oui, je vais essayer de faire le temps qui m'est imparti un petit propos en trois parties. Je vais parler rapidement de la CIMAD parce que vous allez vite comprendre que son histoire effectivement est très liée avec cette problématique qui a été évoquée de manière tout à fait passionnante. On aurait eu envie que le temps soit beaucoup plus long. Mais bon. Après, je vous parlerai quand même du parcours des migrants. C'est-à-dire qu'est-ce que la loi française qui est quand même une transposition pour l'essentiel de la loi des directives européennes, qu'est-ce que ce cadre réglementaire implique pour les populations exilées. Et puis je terminerai pour essayer d'évoquer rapidement un peu l'État et la société civile. Alors, la CIMAD, c'est une association qui s'est créée en 1939, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. CIMAD à l'époque était un acronyme qui signifiait Comité Intermouvement auprès des évacués. Deux mots rapidement, intermouvement, les mouvements, il s'agissait à l'époque de mouvements de jeunesse protestante. On peut le resituer dans le contexte de l'Allemagne où est née une église confessante qui en Allemagne s'opposait à la montée du régime nazi, qu'il considérait d'ailleurs, cette église considérait que c'était un danger mortel pour l'Europe. Bon, ils ne se sont pas beaucoup trompés. Et c'est à partir de là qu'un certain nombre d'équipes de mouvements de jeunesse ont pu s'intéresser en particulier aux évacués. Dans le terme mouvement auprès des évacués, les évacués, il s'agissait des évacués d'Alsace et de Lorraine. En 1939, que le gouvernement de Vichy a voulu mettre à l'abri de l'invasion allemande. Ça représentait quand même quelque chose comme près de 500 000 personnes qui étaient trop près de la ligne Maginot et qui ont été évacués dans des départements de l'ouest et du sud-ouest de la France. Juste une indication, une anecdote, j'ai découvert en refouillant un peu des documents sur cette période que les consignes du gouvernement français de Vichy
était que dans les communes d'accueil de ces Alsaciens et Lorrains, il ne fallait pas qu'il y ait plus de 35% de réfugiés dans la commune. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on voit, on parle en pour 1000, et ça suscite déjà des cris d'orfraie. Cela dit, ils n'ont pas toujours été accueillis dans des conditions extraordinaires. Après la guerre, pendant la guerre, le gouvernement de Vichy avait accepté de créer des camps d'internement dans lesquels étaient placés déjà des réfugiés politiques qui étaient en France, étrangers. C'était des Polonais, c'était des Autrichiens, c'était des Allemands, des Espagnols, qui étaient dans des camps qui avaient été construits sous la Troisième République, des camps militaires désaffectés, dans lesquels ces personnes étaient placées, et les équipes de la CIMAD à ce moment-là sont intervenues pour aider les personnes dans ces camps dont les noms sont connus, hein, c'est Gurs, c'est des milles. Très vite aussi, ce travail de la CIMAD a été d'une part, oui, parce qu'il y a eu aussi dans ces camps, à un moment donné, c'était tous les indésirables, les communistes, les juifs qui allaient être déportés dans les camps de concentration. Et c'est là où la CIMAD avait d'une part des interventions auprès du gouvernement de Vichy pour essayer de sauver des familles juives, de les empêcher de partir, parce qu'il y avait un cadre réglementaire qui prévoyait que telle catégorie pouvait ou pas partir. Donc il y avait un travail là pour essayer de sauver des familles juives, mais en même temps, on dirait aujourd'hui, on parle d'autre chose, en même temps, la CIMAD fabriquait des faux papiers et exfiltrait des familles juives vers les Cévennes, je pense au Chambon-sur-Lignon, ou la Suisse par exemple, pour les sauver. Après la guerre, la CIMAD a continué ce travail auprès des personnes exilées. Il y avait beaucoup d'immigrés en France déjà, ça a été l'arrivée des travailleurs italiens, des travailleurs pour les grands travaux qu'il y avait en France. On parlait du plan Marshall, ça a suscité aussi un besoin de main-d'œuvre. Et puis ça a été le début aussi, toute cette période de décolonisation, ça a été l'accueil des réfugiés chiliens, à l'époque où la dictature Pinochet s'est instaurée au Chili. Ça a été l'accueil des personnes, des boat people qui venaient d'Asie du Sud-Est. Ça a été... et puis, la CIMAD s'est investie aussi à l'époque de la guerre d'Algérie. Elle allait dans les camps en Algérie pour aider les populations algériennes qui étaient victimes de certain nombre d'exactions des armées françaises. La CIMAD a aussi aidé les réfugiés algériens lorsqu'ils sont arrivés en France. Je voudrais simplement rappeler que les statuts de la CIMAD a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénophobie et le racisme. La CIMAD, donc, dans les années 2000, avec le contrôle des frontières, les camps, ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Il y a toujours de l'enfermement, mais ce sont cette fois-ci des camps de rétention dans lesquels les personnes immigrées qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion sont placées dans l'attente de pouvoir concrètement être expulsées. Et dans ces camps, effectivement, la CIMAD y a été présente dès qu'ils ont existé, le centre de rétention administrative qui, dans les années 80, ont représenté la régularisation d'une situation où il y avait déjà des enfermements, mais simplement qu'ils étaient complètement occultés, qui n'étaient absolument pas prévus par aucun cadre législatif. J'ai été très long sur la CIMAD, je voudrais simplement maintenant aborder rapidement le parcours du migrant. Pourquoi? Parce que, oui, et même avant, revenir sur des termes, une explication, parce qu'on parle de migrants, on parle de réfugiés, on parle d'exilés, on parle d'émigrés, d'immigrés. Tout ça, ce sont des concepts, ce sont des mots qui reflètent en fait une situation administrative, sur le plan tout à fait concret pour les personnes concernées. Le réfugié n'est toujours, d'une certaine façon, qu'une catégorie de migrants.
C'est le réfugié statutaire dont Emmanuel nous reparlait, qui découle de la Convention de Genève. C'est le réfugié politique dans l'idéal. Dans la pratique, les gens qui fuient une oppression, c'est à titre individuel qu'ils le font, souvent. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des gens peuvent fuir. Ce que toutes ces personnes étrangères ont en commun, c'est que ce sont des exilés. Pour la CIMAD, en tout cas, c'est ce qui nous paraît, nous, le critère le plus important, le plus frappant. Ce sont des personnes déracinées et qui se trouvent dans notre pays pour longtemps peut-être, pour des périodes peut-être plus brèves, selon le projet qu'ils peuvent avoir ou continuer d'avoir. Alors, comment une personne étrangère en exil peut-elle venir en France? Comment est-elle accueillie? Et là, j'ai tout simplement parlé de l'accueil, de la reconnaissance du fait qu'elle a le droit ou pas d'être en France. Alors, il y a un élément tout bête, c'est le visa. Pour venir en France, il faut un visa. Alors bon, il y a quelques pays, les pays riches, les pays occidentaux n'ont pas besoin de visa. Les gens qui viennent des pays pauvres ont besoin de visa. Alors on peut avoir un visa pour toute une série de raisons, c'est possible, hein, pour des raisons humanitaires, typiquement un réfugié peut obtenir un visa humanitaire. Vous êtes sous les bombes à Damas, il suffit d'aller, c'est pas un problème, hein, il suffit d'aller au consulat de France à Beyrouth ou au Caire et de demander un visa humanitaire. C'est d'une simplicité enfantine quand vous n'avez plus rien, que vous êtes sous les bombes. Autrement dit, c'est pas possible. Il en existe, hein, il y en a quelques visas humanitaires. Il y a des visas qu'on obtient pour raisons professionnelles. Vous avez un employeur français qui cherche à vous recruter et qui peut vous décrocher un visa de travail pour la France. Vous avez des visas de regroupement familial, que ce soit des réfugiés ou que ce soit des personnes qui sont en France et qui font venir leur famille. C'est une possibilité. Il y a bien sûr des visas pour études, pour faire des études. C'est une possibilité d'avoir un visa. On peut avoir des visas pour des raisons de santé aussi. L'intérêt de tel visa, je parle bien sûr du visa de long séjour, pas d'un visa touriste de 3 mois. Un visa plus long, un visa de longue durée. Lorsque vous rentrez avec un tel visa en France, vous pouvez le transformer, enfin vous le faites transformer en un titre de séjour qui vous donne le droit d'être, de séjourner en France. Ce concept est très important. Alors, la question évidemment, c'est typiquement les personnes qui sont les réfugiés et qui viennent en France pour demander l'asile, pour demander la protection du gouvernement français. Un demandeur d'asile est une personne qui fuit son pays, puisque les autorités de son pays ne peuvent plus lui apporter sa protection. Le visa, il a peu de chances de l'obtenir. Le seul moyen qu'il a de venir en France, parce qu'il ne va pas pouvoir sans visa, il ne pourra pas prendre l'avion pour venir en France. Hein. Heureusement qu'il y a des passeurs. C'est le seul moyen pour eux d'y arriver. Et un passeur est beaucoup plus cher qu'un billet d'avion. Je ne fais pas l'éloge des passeurs, c'est simplement pour dire la réalité de ce que représente le fait de pouvoir venir en France, ou en Europe, dans un pays d'Europe. Il arrive en France, il n'a pas de titre, il n'a rien, il est en situation irrégulière par définition même, alors même qu'en tant que demandeur d'asile, il est censé être protégé, les directives communautaires prévoient que le demandeur d'asile a le droit d'être en France pendant un temps limité, à condition qu'il demande l'asile dans un délai limité, hein, là on est à 120 jours. Bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il demande à une autorité nationale le droit de venir en France, le droit il demande l'asile. À qui il va la demander? À la préfecture, vous me direz, oui, c'est pas si simple que ça. Il va la demander dans une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, un PADA. Bon, il y a un PADA par région, en Ile-de-France, il y en a un par département. C'est le premier point d'approche du demandeur d'asile. Il faut déjà qu'il comprenne que c'est comme ça qu'il doit faire, qu'il sache où il y en a, qu'il s'y rende. La personne arrive, généralement, elle a peu de moyens quand même. La dernière invention, alors évidemment, devant les PADA, il y a des queues, et ça se voit. Alors la dernière invention qu'on a, en tout cas en Ile-de-France, c'est maintenant, vous ne faites plus la queue devant le PADA pour demander un rendez-vous, non, vous téléphonez et puis on vous met un email sur votre smartphone pour vous donner un rendez-vous. C'est bien. Vous êtes demandeur d'asile, vous venez d'un pays complètement cassé, c'est pas compliqué, vous avez juste à avoir un smartphone, vous avez juste à comprendre le français, vous avez juste à avoir une adresse mail, c'est voilà, l'accueil des demandeurs d'asile.
Sauf que dans le PADA, qu'est-ce qu'il fait, cette plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, son objectif, c'est le premier recensement, et c'est d'obtenir le rendez-vous auprès des autorités administratives. Le PADA est géré par une association qui est rémunérée pour faire ça. Alors, ce rendez-vous auprès de l'autorité administrative, c'est le rendez-vous auprès d'un GUDA, le guichet unique des demandeurs d'asile, qui comprend à la fois les services de la préfecture et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ont deux rôles un peu distincts. Ils sont censés avoir ce rendez-vous rapidement. Alors, ils obtiennent ce rendez-vous à la préfecture, donc il faut y aller, GUDA, qui se trouve généralement dans la préfecture, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence par leur prendre les empreintes et vérifier si, par hasard, leurs empreintes n'ont pas déjà été saisies dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc il y a des fichiers pour ça, il y a plein de fichiers dans l'histoire des réfugiés. Si par malheur pour eux, ils avaient déjà laissé leurs empreintes dans un autre État membre, alors, un étranger qui vient en France par des passeurs, je ne parle pas de ceux qui prennent l'avion direct à Roissy, hein, mais le cas général, ils arrivent par des passeurs ou par des moyens détournés, ils passent sous les frontières. Ils n'arrivent pas en France directement. Ils arrivent en France par l'Italie, par la Grèce, par exemple, par l'Espagne éventuellement, encore que les portes sont bien fermées maintenant. Et donc, pratiquement tous auront laissé des empreintes dans un autre État membre. Or, il y a une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation Dublin, qui prévoit que l'État responsable qui doit prendre en charge l'instruction de la demande d'asile est le pays dans lequel, le premier pays européen, où l'étranger est arrivé dans l'Europe. Bien évidemment, il faut tenir compte du fait que cette personne peut avoir de la famille dans un État particulier. Voilà. Il peut avoir déjà des titres de séjour dans un autre État membre. Ce sont des possibilités de se rendre dans l'État qu'il choisit. Mais ce sont des cas peu fréquents. En général, ils sont là. Et alors, s'il est dubliné, c'est ce qu'on appelle un dubliné, ben déjà, la France va le renvoyer, puisqu'on fait un arrêté de transfert pour le renvoyer en Grèce, en Italie, enfin, dans le pays européen où il a laissé ses empreintes. Si ce n'est pas le cas, la France va, je résume, hein, parce que la réalité est d'une complexité que je n'ai absolument pas le temps de développer ici, je résume beaucoup. S'il n'est pas dubliné et que la France peut accepter sa demande d'asile, enfin accepter, peut instruire sa demande d'asile, il va donc déposer son dossier à l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides, qui est l'organisme en France qui a en charge la détermination du droit ou pas à l'asile, c'est-à-dire qui donnera ou pas le titre de réfugié, le statut de réfugié. Il y a également la possibilité d'octroyer ce qu'on appelle tout de suite, la protection subsidiaire, qui donne droit à un séjour moins long. Alors l'OFPRA, bon, ça veut dire que l'étranger va, il a 21 jours aujourd'hui, ce délai est en train d'être réduit par les lois qui sont en cours de discussion, il a 21 jours pour produire un récit de ce qui lui est arrivé en gros. Hein. Il s'agit de convaincre l'officier de protection de l'OFPRA du bien fondé de sa demande d'asile. Bon, ce récit, simplement, il faut qu'il le fasse en français. Ça aussi, c'est quelque chose de pas évident. On commence à toucher du doigt là, le rôle nécessaire des associations autour des personnes, des demandeurs d'asile. L'OFPRA va examiner sa demande, un entretien d'1 heure, 2 heures avec l'officier de protection, c'est très important. Ça demande aussi une préparation. Là aussi, s'il pouvait y avoir une réelle préparation des demandeurs d'asile à ces entretiens, ce serait une grande aide, ce serait le début d'un accueil. Malheureusement, si c'est prévu dans les cahiers des charges des organismes qui gèrent le PADA, c'est rarement mis en œuvre parce que ces cahiers des charges, vous savez ce que c'est quand il y a un appel d'offres, une mise en concurrence, c'est le moins bon qui gagne et ils n'ont pas toujours les moyens. C'est ce qu'on appelle la privatisation de cette partie des choses. L'OFPRA décide, avec beaucoup de chance, l'étranger va obtenir le statut de réfugié. Ça représente aujourd'hui à peu près à l'OFPRA, disons, entre 25 et 27% des cas. Ça dépend de la nationalité. Un Syrien a plus de chances d'obtenir le statut de réfugié qu'un Congolais de la République démocratique du Congo. Quand je dis 25-30% d'accord, ça veut dire aussi 70-75% de refus.
Il existe quand même un recours, il y a une juridiction spécialisée qui est chargée de ça, qui est la Cour nationale de droit d'asile, qui est une juridiction dont le seul objet est de pouvoir réexaminer les décisions de l'OFPRA. Bon, là, ils peuvent, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, peut annuler des décisions négatives de l'OFPRA et susciter un réexamen de la position de la personne ou accorder directement l'asile. Ça représente, là encore, entre 20 et 30% des recours à la CNDA, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire quand même que s'il n'y avait pas ce recours, un nombre important d'étrangers se verraient privés d'un droit que la juridiction, finalement, leur reconnaît après ce recours. Après tout ça, ils peuvent obtenir un titre de séjour, une carte de séjour de 10 ans, renouvelable. C'est le réfugié. Si c'est la protection subsidiaire, ils ont un titre de séjour d'1 an, renouvelable, dans la mesure où la situation qui a amené l'octroi de ce droit n'a pas été modifiée. Mais beaucoup de déboutés de l'asile sont des personnes qui, en fait, ont des raisons de venir en France, ou en tout cas de quitter leur pays, et de trouver un asile au sens générique du terme. C'est la notion d'hospitalité là qui est en question. Ils peuvent avoir fui des conditions économiques épouvantables qui rendent la vie pas possible. Ils peuvent avoir fui, bon, bien sûr on parle des événements climatiques, mais des pays complètement corrompus, des pays où il n'y a pas moyen de survivre. Le premier accueil, le premier lieu d'exil, on l'a bien vu tout à l'heure, sont les pays voisins, les pays riverains. Maintenant, comment oublier le fait qu'il y a quand même une histoire de la colonisation, qu'un certain nombre de populations dans le monde parlent la langue d'un pays européen, par exemple, ont un État qui a adopté des méthodes administratives proches du pays européen qu'il avait colonisé. Je pense au nombre de fonctionnaires de pays d'Afrique qui ont été formés à l'ENA. Il y a là des habitudes culturelles, et donc, quelque part, ces personnes-là, qui sont dans la détresse dans leur pays, peuvent avoir l'idée d'aller voir papa et de repartir dans un pays d'Europe. Alors, ont-ils ou pas le droit d'être dans notre pays? C'est une vaste question. Qui détermine ce droit? Est-ce qu'il est légitime ou pas à un État d'admettre tout le monde ou de mettre des limites? C'est un vaste débat. La liberté de la circulation est un principe. La CIMAD y est tout à fait favorable. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Dans quelles conditions? Où mettre le curseur? C'est un vaste débat. Ce qui nous importe à nous, c'est de considérer que ces personnes, lorsqu'elles sont dans notre pays, sont des personnes qui ont des besoins, et il est important de les traiter de manière humaine. C'est la base de notre activité. Alors, je reviens maintenant aux personnes qui, je referme la page demande d'asile, aux autres personnes qui sont demandeuses d'un titre de séjour. Ils vont en préfecture et ils déposent une demande de titre de séjour, tout simplement. Alors, dans la mesure où ils finissent par avoir un rendez-vous en préfecture, ça peut prendre beaucoup de temps, des queues très longues. Là aussi, les préfectures, grâce au système de dématérialisation, maintenant, on prend des rendez-vous par Internet, ce qui est une catastrophe. La CIMAD a mis au point un petit moteur de recherche qui pointe toutes les préfectures et sous-préfectures pour les procédures qui demandent à ce que les rendez-vous soient pris par Internet, et on teste simplement si c'est accessible et s'il y a des rendez-vous disponibles. On ne cherche pas à prendre un rendez-vous, on ne peut pas perturber le système. On a une moyenne de 98 à 99% d'impossibilité d'avoir un rendez-vous. Et dans pas mal de préfectures et de sous-préfectures, c'est 99,9 et quelques pourcents d'impossibilité d'avoir un rendez-vous. Ça, c'est la dématérialisation, et on y vient. C'est une autre formule pour l'invisibilisation des étrangers, des indésirables, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il finit par avoir un rendez-vous à la préfecture, bon ben, les papiers, qu'est-ce qu'il vous faut, etc. Le phénomène des refus, ce qu'on appelle les refus guichets, c'est la personne qui a fait la queue, éventuellement la nuit, devant la préfecture, qui dépose ses papiers. Ah bah oui, mais il n'y a pas la bonne signature. Ce papier, il est plus vieux que de 3 mois. Et puis, il manque un justificatif d'hébergement, mais il n'est pas signé. Tout est n'importe quoi, et vous revenez. Mais on ne donne pas un rendez-vous, non, on reprend de zéro. Au bout de tout cela,
le dossier finit éventuellement par être pris à la préfecture, et à ce moment-là, la personne obtient, soulagement énorme, un récépissé de demande de titre de séjour avec sa photo. Et un récépissé qui est valable 3 mois, 6 mois, renouvelable, le temps de l'instruction de la demande. On a vu des personnes qui avaient des récépissés 10 fois, 15 fois. Avec ce récépissé, la personne est en situation régulière, d'une certaine façon, en France. Elle ne peut pas être prise dans un contrôle d'identité et être expulsée. Voilà. C'est une première protection. Ça peut donner un certain nombre de droits quand même, de droits sociaux notamment, la sécurité sociale. Ce ne sont pas des droits pleins comme peut l'obtenir un citoyen français. On en est très loin. Le temps de l'instruction et puis la décision préfectorale tombe. Avec un peu de chance, la personne obtient son titre de séjour, merveilleux, un titre de séjour d'1 an. Bon, il est rare que le premier titre de séjour soit plus long. Ça se renouvelle. À chaque renouvellement, il y a le risque qu'il ne soit pas renouvelé. Les lois les plus récentes, la modification, quand je parle de loi en France, il s'agit du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une codification de l'ensemble des lois françaises à cet égard. S'il n'a pas son titre de séjour, la réponse du préfet, c'est une belle lettre recommandée. Premièrement, refus de titre de séjour. Deuxièmement, obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire, vous avez 30 jours pour partir. Voilà ce que c'est. Il y a un certain nombre de circonstances où le délai de départ peut être réduit, voire même être inexistant. Dans ces 30 jours pour partir, bon, c'est mieux effectivement que de partir encadré par 2 flics, etc. C'est mieux de prévoir le temps de prendre un billet d'avion, de prévenir la famille, d'organiser. Bon. Cela dit, il y a peu quand même d'étrangers qui acceptent de partir dans ces conditions-là. Ils ont quand même la possibilité d'un recours. Il s'agit d'une décision administrative, ils ont un recours possible devant un tribunal administratif. C'est une décision d'administration, comme un permis de construire, vous avez 2 mois pour faire un recours au tribunal. Les étrangers n'ont pas 2 mois, les étrangers ont 30 jours pour faire ce recours, sauf s'il s'agit de réfugiés déportés, là ils ont 15 jours, sauf s'ils sont en rétention, là ils n'ont que 48 heures pour faire le recours. Pourquoi un étranger peut-il être là déjà en rétention? J'ai eu l'occasion de travailler dans des locaux de rétention administrative. Un étranger qui est chopé par des flics dans un contrôle de police, il est en situation irrégulière, ça suffit pour déclencher une obligation de quitter le territoire. Si cette personne n'a pas de résidence fixe, n'a pas de garantie de représentation, la préfecture peut le garder sous le coude, le temps de pouvoir le faire partir. Expulser un étranger, c'est pas compliqué, il faut 2 choses. Il faut un billet d'avion, il y a de l'argent pour ça. Et puis il faut un passeport. Bon, là c'est bête, mais souvent ils n'ont pas de passeport, c'est curieux. Alors ils l'ont perdu, ils l'ont mangé, ils l'ont appris. Bon. Dans ce cas, les autorités françaises s'adressent au consulat du pays pour essayer d'obtenir un visa consulaire. Les autorités étrangères répondent ou ne répondent pas, ça prend du temps ou pas. Pendant ce temps-là, l'administration les garde sous le coude. Et ce sont ces fameux lieux d'enfermement, local de rétention administrative, qui peut être n'importe où dans un commissariat, qui est une horreur, ou les centres de rétention administrative qui sont un peu mieux organisés, puisque dans un centre de rétention, il peut y avoir un service médical, il y a d'autres possibilités, où les étrangers peuvent rester aujourd'hui jusqu'à 45 jours. Le projet de loi prévoit d'ailleurs le doublement de cette durée. À l'issue de ce séjour, l'étranger soit repart dans son pays, est expulsé ou pas. Voilà, je vous raconte tout ça pour vous parler de l'accueil en France des étrangers. C'est quelque chose d'assez épouvantable. Alors, ce qui me frappe le plus, ce qui nous frappe le plus, c'est la précarité dans laquelle vivent ces personnes étrangères. Il faut quand même savoir quelque chose d'important, c'est qu'une personne étrangère n'a pas le droit de travailler si elle n'a pas une autorisation de travail. Et pour avoir une autorisation de travail, il faut être en situation régulière.
Et pour essayer de faire régulariser une personne en situation étrangère, il faut prouver qu'elle a un certain nombre de bulletins de paye déjà derrière elle, alors qu'elle n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est une des logiques merveilleuses de la circulaire de régularisation Valls de 2012. Et ça, je voulais simplement attirer votre attention sur ce point, simplement le travail. Pourquoi diable ces personnes n'ont-elles pas le droit de travailler? Ce serait-il pas plus simple si elles pouvaient travailler? Parce que interdire à une personne de travailler, comment cette personne peut-elle vivre? Elle ne peut que mendier, dépendre de la charité publique, ou voler. C'est la seule voie qui leur est laissée. Alors, ou tricher, utiliser les papiers d'un copain pour travailler, etc. Cette précarité est ce qui frappe le plus la CINAD et les autres associations, dans cette précarité dans laquelle se trouvent les personnes étrangères. Et malheureusement, depuis plusieurs dizaines d'années, chaque loi française, chaque modification de la loi rend encore plus difficile la vie des personnes étrangères, comme si il s'agissait d'éviter que ces personnes ne puissent être bien chez nous. Si jamais les étrangers étaient bien chez nous, vous vous rendez compte, ça fait un appel d'air. Ça, c'est un concept que la droite a sorti récemment et qui est épouvantable. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre un peu mieux sous peine de créer un appel d'air. Alors, par rapport à ça, Marc, on va peut-être on va vous relancer tout à l'heure. On va relancer un certain nombre de questions, notamment sur la question de l'hébergement qui est fondamentale aussi. Et puis aussi la question de la mobilisation des militants, des bénévoles, comment l'action associative renouvelle un petit peu par des actions de prévention et de sensibilisation, renouvelle son audience pour accompagner ces actions. Alors peut-être que vous avez des questions à poser aux intervenants. On peut peut-être faire circuler un micro pour une première série de questions, de commentaires de ces 3 interventions. Alors ce qui nous a frappé en préparant cette table ronde, c'est le paradoxe qu'il y avait entre l'invisibilité de plus en plus forte des politiques publiques et aussi de leurs effets sur les réalités de l'immigration et la très forte visibilité des représentations de l'immigration dans le débat médiatique, dans le discours politique, dans l'opinion. Donc ça c'est peut-être une première question qu'on peut se poser tout à l'heure de façon transversale. Comment expliquer par exemple cette hostilité des politiques publiques face au phénomène migratoire et cette plutôt hospitalité qu'on verrait du côté du privé et de l'action de la société civile, et accompagnée de cette forte invisibilisation des politiques et visibilité que l'on voit dans des migrants dans l'espace urbain, dans les espaces publics des villes. Question. Ce que vous venez de dire, c'est déjà des bonnes questions. Je pense qu'il y a un paradoxe entre le côté dément médiatique, le fait que cette question de l'immigration remplace beaucoup d'autres sujets dans nos débats, et pourquoi et par qui. Est-ce qu'il y a une sorte d'orchestration de ce sujet, ou est-ce que c'est une vraie peur qui existe? Camille, vous vouliez répondre? Merci beaucoup pour votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, mais je dis juste quelques mots. Simplement pour dire qu'en effet, il y a plusieurs études, notamment des études, on le voit au musée de l'immigration, en tout cas pour le long terme, avec une approche historique des faits migratoires et de leur réception, on pourrait dire, quelque part dans les sociétés d'accueil, qui montrent que c'est vrai que l'immigration dans le débat public est construite comme un problème, en fait. Donc c'est récurrent, cette manière de mobiliser les questions d'immigration. Il y avait une étude comme ça sur les titres d'articles de la presse qui parlaient d'immigration ou d'immigrés, et tout était toujours sur le registre du problème, de la catastrophe, du danger, etc. Donc votre question est tout à fait juste de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a dans le débat public plutôt une surimposition de la question de l'immigration vue comme problématique. Après, on voit bien comment le problème n'est pas dans l'immigration
l'immigration elle-même ou des migrants elles-mêmes que la manière dont les politiques ou les pratiques plus générales des pouvoirs publics n'organisent pas ou n'organisent une sorte de non-accueil et donc créent des problématiques en effet qui sont aussi, peut-être ça me permet de rebondir sur la question de l'invisibilisation parce que pour faire le lien aussi avec des photos qui ont été montrées, en fait une des situations par exemple à Paris, je parle de ce que j'ai un peu étudié, intéressante à partir de 2015, enfin intéressante c'est pas du tout le terme, mais c'est une forme de mise en visibilité justement de situations qui sont des situations de vie dramatiques dans des camps, ce qu'on a appelé des camps de rue, en gros dans l'espace public parisien central. C'est très intéressant parce que c'est des situations que vous avez décrites dans d'autres territoires urbains ou périurbains, on va dire, mais pas nécessairement dans les capitales et dans les centres-villes. Et là, le fait qu'il y ait tout à coup, vous en avez probablement vu, des grands camps de rue regroupant toutes ces populations en raison de tout ce que vous avez expliqué comme difficulté parcours du combattant administratif, ça donnait de la visibilité à ces situations dramatiques et invivables. Et en même temps, pour rejoindre aussi un peu les choses que j'avais commencé à dire, la première politique mise en place, c'est quand même une politique de dispersion et donc dans une stratégie, en tout cas d'invisibilisation, de volonté de ne pas trop donner à voir les problèmes réels de ces situations. Avec le démantèlement des camps, bon, c'est une chose, on pourrait reparler du fait que les camps se recréent, mais toujours un peu plus loin en fait du centre-ville, même si là ils sont à nouveau à Jaurès, mais il y a eu comme ça une forme de mise à la périphérie des camps de rue. Et puis aussi dans l'espace public, c'est intéressant directement en termes de réflexion aussi sur l'aménagement urbain, tout à coup l'apparition d'un certain nombre de mobiliers urbains qui ont d'ailleurs été dénoncés par un certain nombre d'associations comme des mobiliers anti-exilés et qui sont clairement des mobiliers, alors ça peut être des pots de fleurs, ça peut être d'autres types d'installations en fait appelées aménité urbaine ou des types d'aménagements destinés officiellement destinés à certaines populations, aux jeunes par exemple. Alors, on met des tables de ping-pong quand on démantèle un camp de rue pour dire il faut occuper les jeunes, donc c'est aussi pratique pour empêcher les camps de rue, ou bien en grillage, où vous avez dû peut-être voir ça, des grilles qui étaient installées systématiquement après chaque évacuation du camp de rue. Donc là c'est aussi la manière dont en fait l'organisation même de l'urbain et l'organisation même de l'aménagement urbain œuvre à une forme d'invisibilisation et de déplacement du problème là où on ne peut pas le voir. Donc il y a en effet un paradoxe qui est assez grand entre d'un côté la récurrence du fait de présenter l'immigration comme un problème, comme tout un tas d'autres phénomènes, à mon sens, sociopolitiques, qui trouvent leur source bien ailleurs, et en même temps une occultation, en réalité, des problématiques que vous soulevez, enfin qu'on a pu voir aussi sur les photos que vous montriez, qui sont des problématiques très concrètes de conditions de vie de ces populations. Emmanuel, vous voulez réagir sur les intentions des États ou de la Commission européenne pour invisibiliser ces actions nécessaires d'accueil des migrants? Peut-être dire que pour que l'accueil en cas d'arrivée un peu plus nombreuse soit pensable, encore faudrait-il qu'il y ait un récit général du fait qu'un pays comme la France est un pays d'immigration. C'est-à-dire que même si là aujourd'hui on insiste sur le fait que peu de personnes voulant avoir l'asile arrivent à arriver, il n'en reste pas moins que la France, dans son histoire longue, est un pays d'immigration, et que même au présent, c'est un pays qui accorde 400 000 visas par an, c'est un pays où continue d'arriver environ 200 000 personnes par an, avec un solde migratoire qui certes n'est pas très élevé par rapport à celui d'autres pays, voilà, mais qui est constant autour de 100 000 par an, sauf qu'il n'y a pas de discours politique pour porter cela. C'est-à-dire qu'il manque un récit, et la politique, c'est avant tout créer des récits qui vont rendre le futur possible, d'une certaine façon. Et à partir du moment où le récit est celui d'une fermeture de frontières, qui est toujours une fausse fermeture des frontières, à partir du moment où les arrivées sont un petit peu plus nombreuses, il n'est pas possible d'embrayer sur le fait que c'est normal, il y a des possibilités, nous avons les moyens que c'est dans le cas encore. Wir schaffen das, en allemand, qui quand même a été une forme de récit, qui a été un récit de courte durée, mais qui a permis de faire un certain nombre de choses. Et cela, ça tient à plusieurs choses, mais il me semble que ça tient avant tout au fait qu'un État qui réduit ses marges de souveraineté en matière économique et fiscale, par exemple, est forcément obligé de se trouver d'autres formes de souveraineté.
Au fur et à mesure où l'État se lie les mains en matière d'intervention économique et sociale, s'il veut justifier son existence en tant qu'appareil consolidé, il doit avoir une utilité. Et là, on revient au degré zéro de ce qui est le politique et de ce qui est l'État. Son unité, c'est de contrôler les frontières. D'où des frontières qui, au lieu d'être des frontières qui, d'une certaine façon, s'effacent pour permettre le droit à immigrer et la libre circulation, sont des frontières qui s'épaississent, voire qui se militarisent. Et ça, c'est l'histoire de l'Union européenne qui s'est construite sur un grand récit, qui est celui de la paix en Europe, mais ce grand récit s'est essoufflé avec l'oubli de la guerre, d'une certaine façon, et qui n'a pas su embrayer sur un autre récit. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a embrayé sur le degré zéro du politique, c'est-à-dire nous sommes incapables de penser à un avenir commun, donc nous devons penser à un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est forcément l'extérieur. D'où le fait que depuis 20 ans au niveau de l'Union européenne, la machine à légiférer et les moyens économiques se sont déployés sur la question du contrôle des frontières extérieures, puisqu'il faut inventer cet extérieur pour faire réémerger peut-être une forme de sentiment commun, mais on voit que ce sentiment commun qui est en train de réémerger, il fait réémerger aussi un sentiment commun autour d'une vision de l'Europe qui est une vision particulièrement étriquée et xénophobe. Quelqu'un comme le Premier ministre hongrois étant à la fois en opposition par rapport à un certain nombre de textes européens, mais étant en plein dans la philosophie telle qu'elle ne s'exprime qu'en termes euphémisés. C'est-à-dire, Orban nous dit, mais vous avez toujours dit, pour rentrer dans l'Europe, il faut qu'on consolide nos frontières extérieures. Donc maintenant, les Grecs doivent aussi consolider leurs frontières extérieures. Donc nous, on ne veut pas de demandeurs d'asile. Et les demandeurs d'asile, ils doivent être hors de l'Europe, parce que nous, on est rentrés en Europe, mais si vous voulez rentrer, vous fermez les frontières. Donc vous nous les mettez en Afrique du Nord. Voilà, ce qu'avait dit déjà Tony Blair en 2001, par exemple. Marc, la société civile n'est pas indifférente à ces situations et pour contrer justement ce discours de dramatisation et de rejet, comment une association comme la CIMAD, quels arguments pouvez-vous développer pour de nouveau mettre en place une visibilité de la logique de l'accueil des forces de l'immigration, de ses apports, etc. Est-ce que c'est nécessaire de passer par un autre discours pour mobiliser actuellement? Oui, il y a beaucoup de questions. Une première observation, c'est le drame de l'absence totale de responsabilité des gouvernants par rapport à une pédagogie qu'ils auraient à pratiquer par rapport à la population de notre pays. Ce que tu viens de dire, Emmanuel, c'est exactement ça. Et ça, c'est dramatique, cette absence-là. C'est l'absence de récit, mais c'est aussi l'absence de faire partager un sens des responsabilités à l'ensemble de la population du pays. À cet égard, je voudrais simplement rappeler que lorsque, dans une petite ville en région, est prévue l'installation d'un foyer de migrants, un CHU, un Prada, un César, le nombre d'acronymes qui existent pour décrire, je n'ai pas voulu vous le dire, je n'ai pas le temps, mais bon, c'est assez affolant. Dans une petite ville est prévue l'installation d'un foyer de migrants. Qu'est-ce qui se passe? En général, dans cette petite ville, d'ailleurs, ils ont fréquemment, il n'y a jamais eu d'étrangers. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ne connaissent pas, ils ont peur. Je connais un certain nombre de petits villages d'Alsace qui votaient Front National à une majorité écrasante, où il n'y a pas un étranger dans la commune. Il est prévu d'y faire un foyer de migrants. Bon, il y a des gens qui se mobilisent en disant intolérable, pas chez nous, chez le voisin si vous voulez, mais pas chez nous. Il y a quelquefois. Avec éventuellement un maire qui accepte de jouer le jeu, la préfecture qui insiste, ça finit par se faire. Et ce qu'on constate de manière générale, c'est qu'au bout de quelques mois de fonctionnement, non seulement la population ne rouspète plus contre l'implantation d'un foyer de migrants, mais les habitants se mobilisent pour venir les aider, pour venir apporter des jouets pour les enfants, des vêtements, faire des balades avec eux, leur montrer la ville, etc. Donc je crois que c'est quand même important là de montrer que dans le vécu des gens, ces étrangers
on est prêt à les accueillir. Il y a quand même cette notion d'hospitalité qui est fondamentale et qui a existé dans l'histoire de notre pays, est quelque chose qui continue d'exister. Alors, une association, qu'est-ce qu'elle peut faire? D'abord, les associations, elles sont nombreuses, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des associations qui gèrent pour le compte de l'État un certain nombre de lieux d'hébergement, d'accueil. Bon, c'est déjà... bon, ça peut être des associations, mais quand Adoma, par exemple, c'est une société d'économie mixte, ce n'est plus vraiment une association. C'est une logique de prestataire. C'est une logique de prestataire. La CIMAD a connu ça quand même, puisque je parlais tout à l'heure dans mes propos des camps de rétention qui se sont créés en 81 ou 84, je ne sais plus exactement ça en tête, c'était un gouvernement, on est sous Mitterrand là, hein, que en fait ça s'est régularisé. Ça existait déjà, ça s'est régularisé, et c'est là où la CIMAD a obtenu, s'est fait demander le service d'accompagner, de faire une aide juridique à l'intérieur de ces centres par le gouvernement socialiste de l'époque. On peut présumer que, arrivant dans un terrain difficile, ils avaient peut-être envie d'avoir un regard de la société civile en qui ils peuvent avoir confiance, parce que peut-être que les personnels du ministère de l'Intérieur, qui ne venaient pas d'eux, devaient être bons. La CIMAD en a profité, bien évidemment, pour sortir chaque année un rapport sur ce qui se passe dans ces centres de rétention. Ça a fini par irriter considérablement les autorités gouvernementales, et sous Sarkozy, ce monopole de la CIMAD dans les centres de rétention est devenu intolérable, et donc ils ont créé un appel d'offres et il y a eu un marché de la rétention. Ce qui dénature la relation finalement que la CIMAD peut avoir sur ce qui nous a posé beaucoup de questions. On s'est rendu compte que le travail qu'on faisait auprès des personnes enfermées était un travail utile, mais qu'en même temps, on le faisait pour le compte de l'État. On était payé par l'État. Donc il a fallu... on a arbitré moitié-moitié, c'est-à-dire que la CIMAD a perdu une grande partie des lieux où elle était, et maintenant il y a 5 associations différentes qui interviennent, la CIMAD continue d'y être. Bon, sauf que ces 5 associations ont quand même trouvé le moyen de sortir chaque année un rapport qui est peut-être un peu moins mordant que celui que la CIMAD seule pouvait faire, et à chaque fois qu'il y a un renouvellement de ce contrat, en interne à la CIMAD, ce sont des débats de fond compliqués, et la même histoire revient à chaque fois. Voilà. Alors, il y a donc association et association, c'est complexe. Après, il est évident que ce travail que nous faisons là, y compris dans les centres de rétention, la connaissance que la CIMAD peut avoir de ces mécanismes-là, nous donne aussi du matériau pour en parler. C'est un travail de témoignage à l'égard de la population de notre pays, c'est un travail de sensibilisation que nous pouvons mener. C'est aussi un travail de plaidoyer que nous faisons à l'égard des autorités pour essayer de faire un peu bouger les choses. C'est difficile en ce moment, mais c'est important. Le fait que nous ayons une audience, que nous soyons entendus, est aussi important. Et en direction de l'opinion, donc en direction de la société elle-même, quel type d'action vous pouvez mener pour justement créer cette pédagogie du rapport à l'autre? Bien sûr. Bon, ça c'est... nous faisons par exemple, on a chaque année un événement qui s'appelle Migrants Scène, où dans toute la France, c'est en général en fin octobre, novembre, quand il y avait les fêtes de la solidarité internationale, maintenant les fêtes de la solidarité, où ce sont des événements d'ordre culturel, des spectacles, des films, des pièces de théâtre, des débats qui concernent la problématique, la thématique de la migration, et où on essaye de travailler avec des personnes étrangères au maximum possible, c'est pas toujours simple, et ça nous permet là aussi d'avoir un échange et d'apporter ça. Nous avons bien sûr des actions de sensibilisation, que ce soit dans les établissements scolaires par exemple. Le jeu du migrant est un des jeux de loi que nous pratiquons volontiers dans des classes, et ça passionne bien évidemment les élèves ou les étudiants, parce qu'on peut commenter chacune des étapes sur ce jeu de loi parce qu'on les connaît. Voilà le type de sensibilisation que nous pouvons faire aussi. Migre Europe,
Emmanuel a, par exemple, fait circuler une exposition qui essaie de montrer les réalités des frontières et des flux migratoires. Quelle est la réception de ce type d'initiative, la réception et ses effets en termes de modifier l'opinion et créer ce récit national qui manque tant? Je souris parce que malheureusement, nous n'avons pas vraiment la capacité de mesurer les effets de ce que nous faisons, même si ça nous est de plus en plus demandé, notamment Migr'Europe est subventionné par des fondations, c'est vraiment des subventions privées et européennes, et de plus en plus, c'est des questions qui sont posées, on est obligé de se poser. On est obligé de se dire que c'est un peu le paradoxe du militant, c'est de continuer d'avancer. Si vous considérez que savoir n'est pas pouvoir, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous arrêter, alors même que je reste assez méditatif, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez l'immigration, c'est un objet culturel qui aujourd'hui est extrêmement investi. Le théâtre, le cinéma, les romans, les expositions. Et le surinvestissement de cet objet culturel n'aboutit pas à une amélioration de la condition des principaux et des principales concernés. Or, c'est un phénomène qu'on a déjà observé sur d'autres situations. J'en discutais un an ou deux avec des collègues. La situation géopolitique qui est la plus investie par les artistes, notamment contemporains, c'est la situation palestinienne. Et au fur et à mesure où elle est investie par des artistes, est-ce que ça a constitué un levier du changement des représentations? En tout cas, si les représentations ont changé, la condition des Palestiniens et des Palestiniennes a continué de se détériorer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut dire qu'on a vu qu'elle ne peut rien faire. D'où la nécessité, effectivement, d'essayer de réfléchir à des modalités où on n'est plus dans le discours et la représentation, mais dans le faire avec. C'est ce que tu expliqué sur une grande scène. Et donc, nous, aujourd'hui, je ne sais pas si faire une carte, diffuser d'autres photographies, ça permet de véritablement changer les regards. En tout cas, ça permet de changer les regards de ceux qui réfléchissent, et c'est un cercle qui est quand même de plus en plus large grâce aux forts mouvements d'hospitalité, bien moins que dans d'autres pays quand même, il faut le noter. Mais quand même, voilà, ça change une partie de ces cercles-là. Et en tout cas, ça permet qu'aujourd'hui, on est en possibilité de proposer des représentations de ce qu'est la migration à travers les points de vue des principaux acteurs, des principales actrices. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez votre atlas, aujourd'hui, il y a des cartes qui ont été faites à partir des récits et même des tracés, des dessins, c'est des cartes à la main. À la fois, il n'y a pas une césure entre le géographe qui ferait la carte informatique et l'exilé qui ferait la carte à la main. Les géographes aussi pratiquent aujourd'hui beaucoup la carte à la main, qui permet de proposer au moins dans la sphère de la géographie une autre façon de représenter. Mais est-ce que ça va ensuite diffuser largement? J'en sais rien. Ce qu'on peut faire, c'est pour ça que dans une association comme Migr'Europe, si Migr'Europe ne fournit pas, n'est pas une association qui apporte un soutien, par exemple juridique, directement aux intéressés, on le fait dans nos associations membres. Voilà. Où là, il y a un circuit qui est plus direct, qui n'est pas un circuit politique et culturel au sens large, qui est un circuit de soutien plus direct. Madame, monsieur. Oui, bonsoir. J'avais envie d'avoir votre sentiment sur le terme migrant, parce que j'ai l'impression, moi, que c'est un terme assez récent. Alors peut-être vous me contredirez, mais on n'entend plus que ce mot-là. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'émigrés, d'immigrés, de déplacés, de réfugiés, et on est passé d'un participe passé à un participe présent, ce que je trouve assez révélateur de toutes sortes de choses que vous avez très bien décrites, c'est-à-dire que ces personnes en fuite, finalement, on les désigne par quelque chose qui désigne un état fluctuant, hein, une condition plutôt qu'un état. On a l'impression que le participe passé indiquait une possible fixation, alors que le participe présent indique un flux permanent, et que
l'appétit avec lequel on a l'impression que les médias et les gens et l'opinion sont saisis de ce terme est assez révélateur du fait qu'on espère bien que ces gens vont se fixer nulle part. Donc voilà, c'est à la fois une remarque et peut-être on avait parlé, j'ai pas entendu toutes les interventions, mais ça me paraissait, en termes de représentation, la langue, elle parle, elle nous parle. Donc voilà, est-ce que vous partagez mon sentiment? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Depuis quand est apparu le terme migrant? Et est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens comme nous, qui partageons, je crois, cette idée d'une autre vision de cette question, nous abandonnions absolument ce terme? Camille, vous voulez répondre? Je vais tout à fait dans votre sens, c'est pas vraiment une réponse, c'est plutôt pour... j'avais noté d'ailleurs que j'avais oublié dans ma présentation de le dire, mais en effet, il y a le glissement en quelque sorte sémantique et pas du tout neutre entre immigrés qui a longtemps dominé à la fois le discours médiatique, politique et puis même dans la recherche aussi, pour des populations, et puis migrants qui est en effet maintenant totalement dominant. Je vous rejoins tout à fait sur l'idée que c'est insister sur le fait que les gens sont en mouvement, ce qui peut être par ailleurs réel dans les situations vécues, mais en effet c'est un peu pour... ça laisse penser que les gens ne s'installent pas et qu'on est dans la mise en mouvement. Ça rejoint ce que je disais aussi sur les politiques de dispersion, de relocalisation permanente, de mise en mouvement permanente, et qui sont des manières d'invisibiliser aussi les migrants. Donc sur la question du vocabulaire, c'est absolument pas neutre en effet. Et, enfin, vous disiez, Marc, sur de nombreuses associations ou militants utilisent beaucoup plus volontiers le terme d'exilé, en fait, que celui de migrant, qui est pratique pour se comprendre. En réalité, c'est ça que ça veut dire, mais vous avez raison, il faut l'interroger, et ça me permet juste de rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur l'importance de la société civile dans ces dernières années, mais bon, on pourrait faire la démonstration plus en avant dans l'histoire. C'est vrai que je parlais des mouvements d'hospitalité en Europe, dans les grandes villes, dans les petites villes. Moi, j'ai vu aussi dans des villes moyennes l'importance en fait de la mobilisation de la société civile, à la fois d'associations traditionnelles, on pourrait dire en quelque sorte, et importantes comme la Cimane Europe ou d'autres, le Justice, etc. Et à la fois aussi d'individus, en fait, de citoyens qui ne sont pas nécessairement organisés en association, qui ne rejoignent pas nécessairement des associations. Alors, ils peuvent le faire et sûrement ils y sont encouragés, mais voilà, l'existence de réseaux comme le réseau, par exemple, dans différentes universités, ça me paraît vraiment primordial, en fait, la multiplication des activités proposées aux personnes migrantes, alors je dis personnes migrantes, aux exilés, que ce soit en termes d'apprentissage du français, vous l'avez souligné, c'est un grand déficit, en fait, quand même, de l'action publique. Le fait que les gens ne puissent pas travailler, ça génère aussi des situations d'attente, des situations d'ennui, en fait, des situations de précarité très grande. Donc le fait d'organiser des activités, d'accompagner le retour aux études, comme fait le réseau, c'est extrêmement important. Et je voudrais dire que de ce point de vue-là, toute cette dialectique entre mise en visibilité et invisibilisation, aussi par exemple à Paris, mais c'est pas du tout le seul exemple, ça a généré une assez grande mobilisation justement, c'est-à-dire que la proximité immédiate, très concrète, physique, avec les conditions de vie qui ne sont que finalement l'incarnation de toutes les difficultés administratives dont on parlait, ça agit aussi ça peut agir comme un levier de mobilisation assez fort de la part de personnes qui n'ont pas auparavant nécessairement de grandes connaissances de ces questions-là. Donc ça, c'est aussi un appel plus large à la mobilisation, parce que je crois que, alors on peut rejoindre des associations ou être bénévole dans des associations, on peut aussi à titre individuel, il y a plein de choses qui se passent. Bon, on ne peut pas non plus taire, en effet, les mouvements d'hostilité qui s'expriment, hein, évidemment, il y a les deux sont joués, on pourrait dire une forme d'indifférence résignée aussi à l'encontre de ces populations, mais la société civile, elle apparaît dans le contexte actuel aussi parfois de désengagement de l'État ou des pouvoirs publics comme un acteur très important de ces questions d'accueil en France. Juste un très rapide commentaire. Vous parlez des migrants. Ce terme a un autre défaut. C'est qu'il ne laisse pas voir que près de la moitié des migrants sont des migrantes. Et ça, c'est important. Je crois qu'il y avait une autre intervention, monsieur. Oui, vous parliez tout à l'heure de la politique d'accueil en Allemagne et en Suède. Est-ce que vous pourriez dire rapidement quelle est sa spécificité? Et du coup, deuxième question, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre législatives en France, hein, au niveau de l'État et pas simplement du côté des associations et de la société civile?
Alors, les marges législatives, elles existent, ça c'est sûr, puisque, sans entrer dans les détails, et je suis d'ailleurs bien incapable de le faire, un certain nombre de réformes ont été faites au nom de la transcription en droit français du droit européen, et le droit européen n'obligeait pas à durcir les conditions d'accueil. Il ouvrait la possibilité puisqu'en fait, en gros, il fixait un certain nombre de marges qui devaient permettre à l'ensemble des pays d'entrer dans un cadre qui était plus ou moins préexistant, avec par exemple, pendant longtemps, en France, une durée de rétention qui était très faible par rapport à la durée de rétention qui était possible dans beaucoup d'autres pays européens. L'Union européenne n'a pas obligé à augmenter la durée de rétention. Simplement, il y a une directive qui disait que cette durée de rétention peut aller jusqu'à 18 mois. Mais elle ne dit pas, il est impossible, et elle ne disait pas, il était impossible de garder les 18 jours qui ont longtemps existé en France, et même moins, pendant très longtemps. Donc là, il faut quand même être très au clair là-dessus, mais ça, c'est quelque chose qui ne touche pas que la question migratoire, c'est cette propension qui ont les professionnels de la politique français, et c'est le cas dans d'autres pays, à justifier leur action comme une forme de contrainte européenne qui s'impose à eux, alors même qu'ils ne se saisissent pas des marges existantes. En revanche, le monde militant, même avec des textes qu'on a dénoncés, je pense par exemple à la fameuse directive sur l'allongement de la durée de rétention, qui avait été requalifiée de directive de la honte par la CIMAD. Ce texte avait beau être très mauvais dans la façon, à la fois dont il avait été négocié au niveau européen, dans la façon dont il a été transcrit en droit français, il a ouvert des marges quand même pour une contestation devant des juridictions européennes. Sur la question suédoise et allemande, il ne s'agit absolument pas de considérer qu'il y a des modèles, de considérer il serait possible pour résoudre les questions, on va dire, d'hébergement, de suivi administratif, de faire la même chose qu'en Allemagne ou en Suède. Puisqu'en fait, on a affaire ici à des pays qui, justement, soit en raison de leur passé, on dit à l'Allemagne, soit en raison de leur faible poids au niveau international, ont construit l'intervention humanitaire et l'accueil des réfugiés comme une modalité à la fois d'identité et d'existence sur la scène européenne et la scène internationale. Ce qui n'empêche pas qu'il y a aussi des mouvements d'hostilité forts à l'intérieur de ces mêmes pays et que les conditions réelles vécues par les personnes sont loin d'être idylliques. En gros, un moment où l'Allemagne, et encore une fois, très loin, ça ne vous intéresse pas de le savoir, mais je suis très loin d'être un fan d'Angela Merkel, et en même temps, si quelqu'un avait pu tenir son discours en France au moment où elle l'a tenu en Allemagne, elle aurait peut-être pu tenir le sien plus longtemps. Voilà, il faut quand même avoir cela en tête. C'est pas la même chose d'avoir eu Angela Merkel et d'avoir eu Manuel Valls en 2015, avec Manuel Valls qui va faire la leçon à Angela Merkel en Allemagne. Voilà. En revanche, quand même, l'Allemagne, voilà, même sur nous en tant que militants, très souvent on dit oh, regardez, ils ont accueilli 1 million de personnes, ils sont 80 millions, donc ça fait 0,8%, c'est pas beaucoup. 1 million de personnes qui arrivent en quelques semaines, ça suppose un effort à la fois des administrations et de la société civile qui est énorme. Même si c'est pas beaucoup en quantité, on peut faire des graphiques pour considérer en quantité. Si on ne met pas en mouvement la société, et ça c'est le rôle d'un certain nombre de discours, c'est pas possible. Mais c'est possible à condition que derrière ça ne génère pas des mouvements d'hostilité. Or, pris dans ce ciseau, l'Allemagne, d'une certaine façon, a une politique qui est la politique classique. On ouvre un certain qu'on considère comme ceux qui peuvent et doivent à un moment, et là c'était les Syriens, parce que voilà, on ne va pas entrer dans les détails, et en même temps on expulse Kosovo, pays balkaniques, et on essaie de faire en sorte que cet effort, et ça c'est la spécificité de l'Allemagne et de la Suède, c'est-à-dire que c'est des pays, vu qu'ils ont une diplomatie humanitaire, à certains moments, ils acceptent d'accueillir beaucoup, et ensuite, ils vont revenir aux politiques qui sont des politiques les mêmes que les autres. C'est-à-dire que l'Allemagne, aujourd'hui, elle travaille cette diplomatie pour aller au Maghreb, dire il faut que vous condamniez les personnes qui immigrent illégalement, il faut que vous contrôliez vos frontières sud, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'accords commerciaux, ça se passe au niveau
européen, et vous devez délivrer des laissez-passer pour les gens qu'on veut expulser. Bon voilà, je n'ai pas le temps, quand je vais accaparer la parole, ça serait bien qu'il circule, mais en gros, je répondrai ainsi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ma question concerne également les politiques communautaires européennes. Dans un contexte de réchauffement climatique, de montée des eaux, là on a parlé beaucoup de toute l'histoire des politiques de contrôle et d'accueil. Quelle est votre vision pour le futur? Il y a une prise en compte d'un droit à migrer pour des raisons climatiques, c'est ça? Oui. Par exemple. Manuel. Alors si j'étais, je suis enseignant, je ferais une petite pirouette, je dirais je suis historien, je suis pas capable de prédire le futur. Vous faites partie du mais là, je ne suis pas censé faire des pirouettes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans une situation où ceux qui décrivent une certaine réalité la décrivent comme des marchands de peur. Vous avez sans doute entendu parler du dernier livre de Stephen Smith sur justement l'armée vers l'Europe des Africains et des Africaines. Alors, Stephen Smith ne le fait pas tout à fait comme un marchand de peur, mais c'est beaucoup repris comme les marchands de peur. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fois en raison du contexte géopolitique, du contexte où la désirabilité des droits individuels est de plus en plus forte, quand même. Et le premier de ces droits, c'est le droit de bouger, qui est reconnu par la Convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 13, qui est un droit amputé, puisqu'il reconnaît un droit à partir. En fait, c'est-à-dire, les gens des pays de l'Est ont le droit de quitter les pays de l'Est pour aller ailleurs, mais qui ne reconnaissent pas le droit à arriver. Aujourd'hui, ça pose problème parce qu'on oblige un certain nombre d'États à criminaliser le départ illégal, donc en contradiction avec le droit international. En raison des changements environnementaux, et pas simplement climatiques, de toute façon, comme vous et moi, on bouge de plus en plus, mais il y a aussi des personnes qui vont encore dans des nécessités plus fortes. Forcément, les déplacements de population vont être de plus en plus nombreux. Donc, et on le voit quand même, quand on dit que rien ne bouge, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aujourd'hui un peu plus, un pourcentage de personnes en situation migratoire, qu'elles soient exilées, réfugiées, je suis pour la polysémie par rapport à ces débats, qui est un peu plus fort qu'il y a 10 ans, qui est un peu plus fort qu'il y a 20 ans. Et dont on dit qu'il est sans doute moins fort qu'à la fin du 19e siècle. Sauf que les chiffres sur la fin du 19e siècle, on n'en sait rien. Qui savait mesurer la population de la Chine à la fin du 19e siècle, par exemple? Bon. Donc, quand même, il ne faut pas non plus nier qu'on a un trend. Et justement, des politiques responsables, ce seraient des politiques qui accepteraient qu'il y ait cette tendance qui est assise sur des soubassements à la fois économiques, géopolitiques et environnementaux, sur la défense des droits, et qui prennent en compte que de toute façon, ce qu'ils proposent, c'est une dystopie. Aujourd'hui, on nous dit la liberté de circulation, c'est une utopie. Oui, soit. Mais on n'a jamais avancé sur le terrain des droits fondamentaux sans justement avoir une dimension peut-être un petit peu utopique. Sauf que c'est une réalité. Les gens qui bougent, c'est la condition dans laquelle ils bougent. La dystopie, sauf que c'est ce qu'on nous vend comme le réalisme, c'est un monde qui serait un monde où il serait possible de fermer les frontières. Cela n'arrivera pas, même si ce monde se mure de plus en plus. Ça va faire des contournements, ça va tuer de plus en plus de personnes, ça va aussi peut-être empêcher un certain nombre de départs, mais à quel prix? Effectivement, si les Maliens pouvaient venir comme ils le souhaitaient, peut-être qu'il y aurait plus de Maliens à venir. Mais le prix qu'on paye pour les empêcher de venir, c'est la déstabilisation du nord du Mali. C'est un prix très cher. Le prix qu'on paye, c'est la militarisation d'Algérie. Par exemple, pour donner des exemples que je connais après. Donc de toute façon, il y a un coût à payer au fait qu'il y a un refus de voir que ce monde sera forcément de plus en plus en mouvement, qu'on le veuille ou pas. Et ça, François Héran l'a quand même parfaitement résumé dans sa conférence inaugurale au Collège de France. Bien. Il y a d'autres interventions? Peut-être pour finir.
finir, puisqu'on est chez les architectes dans une école d'architecture, j'aimerais bien revenir à cette notion de ville-refuge. Je voudrais que Camille, vous nous parliez un peu juste très rapidement de l'intervention des villes, des municipalités par rapport à ces politiques migratoires. Est-ce qu'elles viennent compenser l'inaction ou les faibles possibilités ou la non-volonté de faire des États ou comment ça se passe, cette relation entre villes et grandes villes et États aujourd'hui? En fait, je ne dirais pas qu'elles viennent compenser, mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des jeux de gouvernance entre le niveau national, on pourrait même dire entre le niveau européen, le niveau national et les niveaux municipaux, qu'il y a des disparités en fait selon les villes, évidemment, Paris n'étant pas une ville moyenne, mais qu'à chaque fois, il y a quand même une marge de manœuvre des acteurs locaux, pas sur les questions administratives, mais sur un certain nombre de questions qui peuvent être, notamment à Paris, des questions liées à l'hébergement ou à l'accès au logement, on pourrait dire, pour être un peu plus large. Donc la question des villes-refuges, en fait, nous, dans le programme Babels, on a un peu pris la déclaration au sérieux en disant très bien, un certain nombre de villes se déclarent villes-refuges. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'elles mettent en place? De quelle manière est-ce que ça s'illustre? Bon, en ce qui concerne le cas parisien, qui est celui que je connais le mieux, ça n'est pas très probant. Parce qu'en réalité, il y a bien eu un discours et on pourrait dire une volonté. Il y a des choses qui ont été faites par la mairie de Paris, on ne peut pas dire le contraire. Notamment l'ouverture de ce qu'on a appelé un centre de premier accueil, qui initialement s'appelait d'ailleurs un camp humanitaire pour accueillir. Alors on a parlé de camp, mais c'était plutôt en interne de la mairie de Paris, et le terme de camp a été mobilisé. Mais en réalité, ce CPA, donc ce centre de premier accueil, il était sous-dimensionné d'emblée pour l'accueil des populations concernées. Donc il y avait d'emblée, et là aussi, je reviens un peu là-dessus, mais là aussi, la force du mouvement citoyen en quelque sorte et de l'hospitalité aussi individuelle dans ce contexte-là est très importante parce que là, finalement, la mairie de Paris n'a pas été suffisamment loin sur ces questions-là. Mais il y a plein d'autres exemples. En fait, chaque ville vraiment a des exemples très particuliers, a des exemples dans deux villes proches et pourtant si différentes comme Calais et Grande-Synthe, par exemple. Il y a des gestions municipales très différentes de la présence de personnes migrantes sur le territoire et donc de ces questions d'hébergement et de conditions de vie. Et puis ensuite, dans beaucoup de villes moyennes, et là, ça me permet aussi peut-être de boucler avec une chose qui est sur l'Allemagne et la Suède, c'est que ça dépend aussi beaucoup des contextes en fait, démographiques et des contextes socio-économiques des territoires. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai été très intéressée ces derniers temps d'étudier la manière dont plusieurs villes moyennes voient l'arrivée de populations migrantes comme une opportunité, notamment dans des contextes finalement de déprise démographique où il y a un fort taux de vacances résidentielles. Alors ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a la possibilité d'avoir un logement dans une ville que pour autant les personnes migrantes elles-mêmes ont envie de s'y installer. D'abord, il n'y a pas nécessairement d'activité, il n'y a pas nécessairement la possibilité de développer des projets professionnels ou personnels, mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces dimensions-là qui sont à prendre en compte et qui peuvent expliquer aussi les positionnements de certaines municipalités. Mais en termes d'urbanisme, est-ce que l'enjeu migratoire est identifié par les villes dans ces stratégies de développement d'un urbanisme, d'évolution de l'urbanisme? En fait, je dirais pas en tant que tel, en revanche, ça s'intègre dans un ensemble de politiques urbaines qui en fait, d'ailleurs c'est parfois un peu consternant, mais parfois ça n'est que la répétition de formes de politiques urbaines ou d'aménagement urbain à destination des populations les plus précaires ou les plus démunies. L'exemple typique de l'invisibilisation par le contrôle des indésirables ou la mise à l'écart des indésirables dans la ville, ça ne s'applique pas qu'aux populations migrantes en réalité, hein, ça c'est une chose. La manière dont l'hébergement d'urgence par exemple est géré ou l'accès au logement est géré, c'est la même chose en fait, c'est simplement qu'on pourrait dire qu'il y a une forme particulière qui passe aussi par une forme d'ethnicisation et de stigmatisation forte de ces populations, mais au fond ça rejoint d'autres phénomènes. Et puis quand même je voulais dire, parce que là il y a des étudiants qui ont travaillé sur la ville accueillante, peut-être que vous pourriez en dire un mot au plan architectural, je ne veux pas parler de... Non, excusez-moi, je ne comprendrai pas. C'est le sujet des autres conférences. C'est la prochaine, bon bah très bien. Non, mais en effet, il y a aussi des réflexions qu'on peut avoir sur les formes, en fait, sur les morphologies urbaines, sur les formes architecturales, que ce soit dans des villes frontières ou dans d'autres types de... Pardon, c'était pas pour... Mais c'est pour quand même que vous aviez aussi travaillé directement. En tout cas, on vous remercie tous les trois pour votre intervention. J'espère que ça fait office de premier cadrage utile et nécessaire et que vous aurez envie de suivre les autres conférences, bien sûr, et puis de lire tous ces travaux de recherche qui sont une façon de faire passer plus de connaissances sur les réalités migratoires vers
des publics moins spécialisés. En tout cas, nous, on était ravis d'aller ensemble, je pense qu'on était ravis d'être ici ce soir. Eh ben, merci à vous. La prochaine conférence est jeudi à 19h dans le même amphi, donc on serait très heureux que vous puissiez venir pour échanger et continuer du coup sur l'ouverture qui a été faite assez naturellement à la fin. Et je vous invite tous à venir au pot qui est juste derrière pour discuter encore si vous en avez envie, et juste manger un peu. Voilà. Merci à tous.